pas, personnage, j'en avais trop. Ouais, moi aussi. Et c'est pour Comme ça Jean. que, voilà, on avait juste comme ça. Ah ouais, mais alors les personnages, je me dis, ah bah oui, mais c'est assez trop, les personnages, il n'y a pas assez de place. Bah, du coup, je propose qui a des mentions honorables. Moi, j'ai des mentions honorables, je veux parler de mes mentions honorables. Bah, je t'en prie, Jeanne, comment Attendez, mais j'en ai trop en fait. C'est pas- Non, mais tu fais juste une liste. Tu Non, fais une mais- liste, on s'en fout. On pourra en parler un petit peu comme on a fait là de toutes les autrices qu'on n'a pas citées dans notre top, mais qui malgré tout on nous ont Ouais, marqué. sinon à la fin, Ah. ouais, À la mention fin, honorable. Ouais, je lors pense du on va caler dans le débat, ouais. Voilà, on les calera dans le D'accord. débat petit à petit. Et C'est puis oui, parti. l'avantage des persos féminins, c'est que comme les femmes représentent un peu plus que la moitié, ou ouais, au moins la moitié de l'humanité, dans toutes les œuvres de l'imaginaire, il y a des femmes. Alors après, est-ce qu'elles sont en aussi grand Ah. nombre avec la Alors même ça, c'est pas importance? forcément gagné, Zerlock, justement. C'est une autre question que nous allons aborder. Et pour cela, nous allons faire un top perso féminin, en commençant cette fois-ci par Capitaine Vestry. Oh, ben moi, pour la troisième place de mon top perso, j'ai choisi de mettre Gali, qui est l'héroïne du manga culte Gun, que j'ai lu dernièrement, là, écrit par Yukito Kishiro. Pourquoi j'ai choisi Gali? Je tiens à dire que j'ai pas vu le film de James Cameron, là, Alita, Ange de bataille, où je me souviens plus exactement du titre. J'ai seulement lu le manga. J'ai pas lu non plus. J'ai commencé à lire, mais je me suis pas très avancé dans Gun, la Sordeur, qui est comme une séquelle à Gun. J'ai ça. Fait que, dans le fond, c'est une cyborg qui a été trouvée par Ido, qui est un comme scientifique slash médecin. Puis, dans le fond, elle se souvenait de rien, puis elle avait juste une tête, puis lui a donné un corps. Puis c'est une héroïne très très forte qui a beaucoup de moments badass, mais que je trouve que même elle a aussi des réactions émotionnelles très humaines, puis elle vit des choses que moi j'ai trouvé ça s'apparente à l'adolescence, par exemple. À un moment dans la série, elle vit une grosse peine d'amour, puis ça la marque beaucoup. Puis c'est pas juste non, je suis forte, je m'en fous, je vais me trouver un autre copain. Là, ça la marque vraiment, puis elle vit vraiment une peine d'amour comme on pourrait en vivre nous dans la réalité. Aussi, par exemple, à un moment, elle décide de quitter Ido, qui est comme considéré comme son père un peu, puis elle veut avoir son indépendance. Fait que moi, j'ai comme associé ça un peu à la crise de l'adolescence. Puis aussi, plus tard, dans le manga, Ito est comme pris en otage par un des méchants, puis elle met tout en œuvre pour le retrouver, tout ça, puis elle est pleine de ressources, puis elle sait se débrouiller dans un monde qui est quand même assez dur, là, juste pour survivre. Fait que, parce que même que tu sois un homme ou une femme, survivre dans le monde de Gun, c'est pas gagné. Là. Fait que c'est ça. Moi, je l'aime beaucoup, puis c'est une héroïne de manga c'est mon héroïne de manga préférée. Là, fait que, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en top 3. Parfait. Eh bien, écoute, on va enchaîner avec Seymet. Oui, c'est pareil, ça a été compliqué. Alors, mon top 3, alors j'ai mis Stéris, qui est un personnage féminin de Brandon Sanderson. Qui est un personnage de l'ère 2 de Mistborn, qui n'est ni un personnage badass, ni un personnage émotionnellement ouvert, c'est un personnage 100% intellectuel qui est doué d'un sens de l'organisation hors du commun, et je la trouve hyper attachante en fait. Voilà, c'est un personnage féminin que je trouve hyper attachant, qui change justement des personnages féminins qu'on peut voir habituellement, mais qui a ses défauts et qui, dans son défaut, arrive à en faire sa force première, en fait. Et je le trouve très bien écrit. Alors, c'est un personnage qui ne va pas parler à grand monde, mais ouais, j'aime bien. Très bien. Jeanne? Ok. Alors, du coup, c'est un petit peu redondant. J'aurais aimé éviter, mais mon top 3 est une personnage de saga. Donc, cette place a été très disputée, notamment avec d'autres personnages de saga d'ailleurs, mais c'est la place que j'ai eu le plus de mal à attribuer parce que les deux premières, j'étais sûre. La troisième, il y en avait beaucoup que j'aurais voulu mettre. Du coup, ça va pas forcément parler à grand monde, mais je voudrais parler du personnage de Petri Shore,
bon, qui déjà a un nom supérieur, je pense que vous serez d'accord avec moi, et qui arrive donc globalement quand même assez tard dans la première partie de la série, parce qu'en gros, pour résumer rapidement, les personnages principaux sont globalement en fuite et ils rencontrent beaucoup de personnes. Et Petri Shore est l'une de ces personnes. Comment la décrire? Elle est parfaite. Non, j'avais prévenu que j'allais pas avoir des très bons arguments. Elle dégage une espèce de force dans quelque chose de très... tu sens qu'en fait, elle a dépassé un point dans sa vie où elle a plus besoin de savoir ce que tu penses d'elle et que elle a dépassé ça. Et du coup, il y a une espèce de sérénité très forte qui se dégage d'elle, mais puissante, quoi. Elle a toujours un truc... elle est super badass, enfin, vraiment, c'est puissance le mot qui marche et elle fait son chemin, quoi. Et je précise aussi que du coup, c'est une femme trans et que c'est une représentation qu'on n'a pas beaucoup dans la culture, partout en fait, surtout, notamment dans les comics. Enfin, je dis notamment les comics, mais en vrai, c'est partout. Et ça a aussi été quelque chose de très important pour moi. Voilà. Bien. Moi, le personnage que j'ai décidé de mettre en 3e position, c'est Ewilan. Ah. Donc, on en a parlé un petit peu avant. Je l'ai mis là un peu pour la raison pour laquelle j'avais mis Anne Robillard en 3, c'est que c'est une héroïne qui, moi, je trouve que c'est peut-être de la jeunesse, mais même quand tu es adulte, tu peux te retrouver en elle. Et Camille, donc, et Willan, c'est ce personnage qui est peut-être hyper fort et peut-être l'élu de la légende et tout. Mais la façon dont il est construit, la façon dont il est écrit, ça reste un personnage humain qui fait des erreurs, qui a des amis. C'est peut-être un monde complètement imaginaire avec des pouvoirs incroyables, mais on peut quand même s'y attacher et comprendre en fait pourquoi ils agissent, les personnages. Et je trouve que pour ça, Camille, c'est un personnage excellent. Voilà. Alors, je souscris d'autant plus que tu m'enlèves une sacrée épine du pied, parce que pour un top ultérieur, j'hésitais avec Ewilan et je suis fort aise que tu l'aies pris dès maintenant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, Ewilan, c'est un personnage déjà qui est décrite au départ comme première de la classe, et c'est pas une représentation qui est si régulière que ça, surtout pour une héroïne. Elle est surdouée, et je trouve que c'est quelque chose qui, alors que beaucoup de médiums mettent en avant plutôt ceux qui sont au fond de la classe et qui vont progresser, là, on a une héroïne qui est implantée dès le départ comme brillante et qui est ultra mature pour son âge, et d'ailleurs, on va le voir dans l'ensemble de la saga. Et je suis d'accord avec toi, bon, après, c'est aussi le génie de Pierre Bottero de réussir à aussi bien décrire les personnages, mais elle passe par des moments très difficiles. Je pense notamment au premier tome des Mondes d'Ewilan. Ouais, il est horrible ce tome-là. Voilà, exactement, mais qui construisent le personnage et qui la refont presque partir de zéro. Et c'est incroyable de la suivre tout au long de... Oui, et puis surtout, c'est un personnage très intelligent, doué, mais c'est pas un alien non plus. Exactement. Et puis surtout, elle n'est pas traitée comme une bête de foire. Les gens vont être étonnés de la rencontrer parce qu'elle débarque de nulle part et qu'elle a des super pouvoirs. Mais comme tout le monde rencontrerait quelqu'un qui a des super pouvoirs, c'est logique de s'en étonner. Mais elle va pas être une espèce de créature, etc. C'est une jeune fille qui est douée, mais qui va avoir sa vie, être traitée normalement, etc. Et je trouve ça super bien. Alors, je suis désolée, mais pendant tout le temps, vous disiez c'est vrai qu'elle est brillante, etc. Enfin, vraiment, il y a eu 5 secondes, je me suis imaginé Ewilan face à Fritz. Ça a été très difficile pour moi. C'est pas beau. C'était pas beau du tout, je suis désolée. Moi, j'ai Je une vais idée. partager ça avec vous. Tu pourrais nous écrire une fanfiction, ouais, c'est ça, où les deux personnages se rencontrent. Elle pourrait l'aider. Non, mais voilà, mais dans ma tête, vraiment, Ewilan a une bosse rouge au niveau du front à force de face-palme. Je suis désolée. Voilà, on peut passer à autre chose. Du coup, je vais passer à mon top 3 qui ne sera donc pas Ewilan, puisqu'elle aurait été plus haut, mais moi, je suis parti. Alors, encore une fois, je vais expliquer comment j'ai créé mon top, parce que pareil, énormément de personnages se disputaient le podium.
Et donc cette fois-ci, je ne suis pas passé par ceux qui m'ont le plus marqué en tant que lecteur, etc. En fait, j'ai tout simplement pris les personnages où quand ils apparaissent à l'écran ou quand ils apparaissent dans le livre, quand c'est leur point de vue qu'on suit, bah en fait, je suis tout de suite dedans, je suis super content de les retrouver et je me dis, ah yes, ça y est, c'est fini avec l'autre chiant, on va enfin passer à quelque chose qui m'intéresse. Donc, top 3, j'ai pris Arya Stark. Alors, je n'ai pas lu Game of Thrones. C'est un projet un jour. J'attends qu'il ait fini son œuvre, donc ça ne sera pas pour tout de suite. Ouais, mais je pense que tu vas jamais Brandon finir en fait. Je te souhaite d'être patient. Alors, Oui, bah, au pire, comme pour Jordan, Brandon Sanderson viendra finir, et vu qu'il fait ça de son temps libre, il écrira un tome je pense que Brandon Sanderson on a déjà eu un débat, mais mauvaise idée pour George Martin. On va plutôt mettre du Abercrombie ou Oui, quelque chose comme ça. pas tout à fait pareil. Mais du coup, ouais, Arya Stark, parce que tout simplement, j'ai regardé toutes les saisons de Game of Thrones. Et puis, elle passe de ce personnage qui ressemble à ma petite sœur, qui d'ailleurs est sur notre Discord, hein, que vous connaissez, Iréal, qui ressemble un peu, qui est la petite dernière de la famille, et puis qui va évoluer au fur et à mesure des horreurs qui vont arriver à sa famille, et qui, en fait, à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, j'étais heureux. En fait, tout simplement, j'étais heureux de la revoir, même si, bon, l'univers ne se prête pas tout le temps à la joie. Mais quand c'était elle qui était présente, bah, j'étais tout simplement content. Je savais que j'allais apprécier la scène. Et puis, eh bien, écoutez, même si on peut dire ce qu'on veut des dernières saisons, certaines scènes resteront à jamais gravées. Et j'ai sauté en criant dans la pièce quand certaines actions se sont produites. Donc, voilà, ça a été d'ailleurs, si tu l'imaginais comme ta petite sœur, avec. Je pense c'est qu'on voit tous la scène. une psychopathe. C'est une psychopathe. Donc, oui. Ah ça, non, la scène avec Gendry. Ah, pardon, Ça a pas été cette scène, pas cette scène. Non, Ça a non. été Ah, parce que si tu la voyais oui. comme ta petite sœur, c'était. Plus complexe. Mais non, je pensais à la scène où elle saute dans les airs avec un couteau. Oui, je pense à celle-là aussi. Et du coup, non, voilà, personnage qui est... Non, c'est sûr qu'il lui arrive des choses horribles, etc. Mais un personnage qui, à chaque fois qu'il était présent, en fait, me faisait plaisir. Donc voilà, c'est mon top 3. mais pour moi aussi, j'aime beaucoup Arya. Je ne l'ai pas mis dans mon top, mais ça serait une de mes mentions honorables parce que j'aime beaucoup Arya Stark. Puis au début de la série, là, on a tellement peur pour elle, puis on veut rien qui lui arrive. Là, puis à la fin, elle devient vraiment badass, puis t'es juste en mode c'est trop bien. Elle suit une sorte de parcours du héros à côté de l'histoire principale. Et c'est vraiment juste sa relation avec, j'ai oublié son nom, là, mais le limier, là, oui, tout en à fait. français, Ouais. c'est incroyable. Sandor Clegane. Ouais. Ouais, mais je suis contente que tu aies parlé d'elle parce que j'y avais pas du tout pensé alors que je l'adore. Ouais. Bah, j'ai commencé à lire Game of Thrones du coup. Enfin, j'essaye. Mais dans la série, elle m'avait énormément marqué et c'est hyper vrai ce que tu dis sur Game of Thrones. Enfin, ça s'applique surtout sur Game of Thrones, le coup de quand tu vois que c'est le personnage, enfin, tel point de vue qui arrive. À chaque fois qu'elle était là, j'étais super contente. Et c'est vrai qu'elle a une évolution qui est super intéressante et je rejoins Captain Vestry sur ce que tu disais. Je trouve que toutes ces relations sont trop bien. Moi, je pense surtout à sa relation avec Sansa qui m'a beaucoup touchée parce que du coup, moi, j'ai une grande sœur et du coup, Arya, elle a une grande sœur et je trouve leur relation super touchante parce qu'elles sont très, très différentes et au début de la série, tu sens qu'elles peuvent pas se voir, quoi. Je trouve ça super intéressant parce qu'elles passent toute la série séparées et tu vois qu'au fur et à mesure, elles se rapprochent en fait. Enfin, que quand elles se retrouvent, elles sont 1000 fois plus proches que quand elles se sont quittées alors qu'elles se sont juste pas vues. Et c'est trop beau. Même si, bon, les dernières saisons, voilà, on est tous d'accord, je pense. Mais oui, tout à fait. Eh bien, nous allons passer au top 2. Un top 2 qui va commencer avec... Eh bien, Jeanne, tiens, tu avais la parole. Ok. J'ai vraiment l'impression d'être à l'école. Ouais, exactement, je suis le prof, ok. Ok, alors pour mon top 2, j'ai décidé de parler de Mary Jane Watson, la copine de Peter Parker. Donc, je tiens à préciser je vais faire ma chiante. Dans quelle version des comics? C'est exactement ce que j'étais en train de préciser. Que du coup, déjà, je ne parle pas de
la Mary Jane du MCU, je ne parle pas de la Mary Jane des films de Sam Raimi. Et je parle de la Mary Jane de l'univers principal, donc Terre 616, continuité principale. Voilà, même si ça s'applique aussi à quelques versions des autres comics. Là, je parle de la version principale. Donc, pourquoi elle? Déjà parce que je pense qu'il y a une perception globale de Mary Jane qui est très erronée parce que elle est tellement plus. Il y a beaucoup de gens qui l'aperçoivent genre comme le love interest ou justement que comme la copine de Peter Parker. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai présentée. Alors qu'elle a su évoluer pour être beaucoup plus que ça. Elle arrive de plus en plus. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu un personnage qui est capable d'évoluer sans Peter Parker. Elle a eu sa propre série qui, bon, a été annulée après seulement 6 épisodes, mais elle a eu sa propre série pendant un temps. Et là où je considère que Mary Jane Watson est de plus en plus capable d'évoluer sans Peter Parker, je pense, enfin, ma perception aujourd'hui, Peter Parker dans les comics, c'est que pour moi, il est plus capable d'être Spider-Man sans elle à ses côtés. C'est un personnage qui m'a beaucoup aidée et et elle dépasse le stade de simple love interest comme on l'aperçoit souvent parce que elle est, donc comme je l'ai dit, essentielle à la vie de Peter Parker parce que c'est quelqu'un qui a traversé donc des choses très dures. Je pense à la mort de Ben, la mort de Gwen, la mort de ses parents, tous les gens qu'il n'a pas pu sauver, etc. Et elle le sort de ça, en fait. Et je pense que si elle n'était pas là, il tomberait juste dans les ténèbres. Et en fait, c'est vraiment une personne qui est rayonnante. Et là-dessus, je la trouve très inspirante parce que elle est super forte, en fait. Elle est plus forte que lui, déjà, pour commencer. Et elle montre, en fait, que c'est quelqu'un qui montre que la force, ça vient pas que déjà, c'est pas quelque chose que tu acquiers juste avec un super pouvoir et que c'est plus que juste je peux soulever des voitures et genre sauver quelqu'un d'un incendie, mais que ça passe aussi par la gentillesse et les relations avec les autres, d'essayer d'aider et que aussi peut-être que en effet, enfin il y a beaucoup de questions, elle a toujours beaucoup de questionnements sur sa relation avec Peter et le fait que Peter aide les autres alors elle peut pas en faire autant que lui et en fait elle montre oui, peut-être Peter en tant que Spider-Man, il peut sauver le monde et sauver les dimensions parallèles, mais que en fait chacun peut aider à son échelle et que elle aide autant en faisant ce qu'elle peut faire que lui le fait et que on peut tous aider quelqu'un à ce point. Voilà. Bien. Franchement, Bien. elle est pas assez, elle est pas reconnue à sa juste valeur. Elle est, franchement, j'attends toujours une adaptation où on aura à ce point, parce que bon, j'aime bien la version de Sam Raimi, mais j'attends que il y ait la version qui fasse découvrir au grand public parce que bon, les comics, ça reste un intérêt. Il y a peu de gens qui lisent ça régulièrement, que les gens se rendent compte de l'importance qu'elle a. Ouais. Mais c'était très beau, tout ce que tu as dit, Jean. Arrêtez, je vais rougir. Vas-y, capitaine, tu peux enchaîner du coup. Okay, moi. Ouais. Ah, ben je vais te laisser terminer. Non, vas-y. Ok, c'est bon. Moi, en deuxième place, j'ai mis Annabeth Chase de Percy Jackson. Je parle bien sûr de. J'ai jamais vu aucun film de Percy Jackson, mais ça a été la série de ça a été mon Harry Potter à moi, dans le sens où la place que Harry Potter prend dans la vie de beaucoup de gens, moi, cette place-là, c'est Percy Jackson qui l'a pris pendant mon adolescence. Puis Annabeth, en fait, c'est un des persos principaux de Percy Jackson et ensuite la suite, là, les héros de l'Olympe. Puis je l'ai mis dans ce top parce qu'elle est c'était une demi-déesse, fille d'Athéna, puis elle est très intelligente. Puis comme beaucoup d'autres demi-dieux, comme Percy par exemple, c'est fils de Poséidon, puis il a des gros pouvoirs en lien avec l'océan, l'eau, les créatures marines et tout ça. Mais Annabeth, elle, à part son intelligence, elle n'a pas de pouvoir. Évidemment, elle sait se battre parce qu'elle a passé beaucoup de temps à la colonie de Sans Mêlée, puis elle a été formée pour se battre et survivre et tout ça. Puis à un très jeune âge, elle a dû partir de chez elle parce que c'était devenu trop dangereux. Puis avec 2 autres demi-dieux, Luke et Talia, ils ont survécu pendant un bon nombre d'années avant de pouvoir rejoindre la colonie de Sans Mêlée. Puis je la trouve très, très résiliente parce que tout au long des 2 séries, elle fait face à beaucoup d'épreuves difficiles.
Par exemple, Luc, avec qui elle a passé beaucoup de temps quand elle était jeune et tout ça, qu'elle voyait vraiment comme un modèle, un grand frère. Elle s'est fait trahir par lui, qui est passé du côté des méchants. Elle a aussi perdu Talia, justement, qui était une de ses amies qui était depuis qu'elle était jeune. Puis dans la deuxième série, ensuite, Percy disparaît, puis quand elle le retrouve, Percy a perdu de mémoire, donc il ne se souvient pas d'elle ou de leur relation. Puis un des plus beaux moments que j'ai trouvé d'Annabeth, c'est son affrontement avec Arachné, qui est comme une créature mythologique qui est comme femme araignée, puis c'est une ennemie d'Athéna. Tous les enfants d'Athéna dans Percy Jackson sont phobiques des araignées. Puis ça se conclut parce qu'elle tombe en enfer dans le Tartare, qui est comme la prison pour les dieux avec Percy. Puis juste le tome où elle et Percy parcourent les enfers pour revenir dans le monde terrestre. Là, c'est douloureux et c'est vraiment émouvant. Là. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top. Très bien, parfait. Ouais, j'ai juste un truc à dire sur ça du coup. Déjà, je suis super contente que tu aies parlé d'elle parce que franchement, Percy Jackson, je suis en train de redécouvrir à quel point ça m'a marqué parce qu'on les a offerts à ma cousine qui a 10 ans pour son anniversaire et que du coup, elle est trop à fond, genre mythologie grecque et tout ça, donc elle peut m'en parler. Et donc, ça me rappelle tout ça. C'est vrai que Annabeth, c'est un personnage qui m'avait beaucoup marqué et qu'elle a une évolution qui est hyper intéressante dans la série. Et ce que tu disais, sur l'intelligence, ça me fait penser à une scène qui m'avait vraiment marqué quand j'étais petite. Je me rappelle pas du tout du contexte, mais elle se bat contre les enfants d'Arès, je crois, et en fait, ce qui symbolise la peur et la colère. Et il y a des espèces de colonnes de feu, je crois, qui jaillissent des trous de manière totalement aléatoire. Et elle est avec quelqu'un et elle n'arrive pas à se battre parce qu'elle essaye de rationaliser la chose et de comprendre genre pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi et à quel moment ça va jaillir après et pourquoi ça jaillit comme ça. Et la personne qui est avec elle lui dit mais là, elle cherche à rationaliser la chose alors que c'est des émotions et que du coup, elle ne réagit pas comme ça. Et elle commence à désapprendre la manière dont elle perçoit les choses et de tout rationaliser, etc. Et je trouve que ça symbolise vraiment son évolution dans la saga. Enfin, émotionnellement et psychologiquement parlant, elle a une très belle évolution, je trouve. Je suis très d'accord avec ça. Puis aussi le fait que je ne l'ai pas mentionné, mais le fait que c'est quand Percy elle arrive à la colonie de Sang Mêlé, elle est là depuis les premières années, puis c'est comme elle qui prend en charge les gens qui viennent de découvrir qui sont des demi-dieux, puis elle est tout le temps là aussi. Elle n'hésite pas, mettons, entre mettre sa vie en jeu ou celle de son confort contre. Elle n'hésiterait pas à se sacrifier pour le bien des demi-dieux et de l'humanité. Là, fait que, Parfait. Écoutez, on va enchaîner avec le top 2 de Seymet. Oui, c'est là que vous allez rire, c'est là où je n'ai absolument pas du tout réussi mon challenge de ne pas parler d'un personnage féminin d'une œuvre qui n'est pas déjà apparue dans le podcast. En plus, vous allez rire, mais on va avoir à peu près plus ou moins le même problème que Robin Hood, parce que mon top 2, c'est Elana. Ah non, je suis dépité. Bah, ça tombe bien, moi j'ai cité Willan. Chacun son personnage. Donc voilà, Elana, donc, également comme Willan, un personnage de Pierre Bottero de sa saga jeunesse. Donc on en a longuement parlé dans un autre podcast. Elana qui est donc une marche-ombre et qui est un personnage, enfin, voilà, c'est le personnage que je rêverais d'être. Voilà, clairement, si je devais rêver d'être quelqu'un, ça serait elle. Tout simplement. C'est vraiment sa quête de liberté, son indépendance. Enfin, c'est une lumière qui te guide dans la nuit. Voilà, c'est la voix du marche-ombre. Exactement. Je ne dis rien parce que, évidemment, maintenant, mon top 1 est vanté, mais je reviendrai du coup au prochain tour. Donc, attends, ton top 3, c'était Ewillan et... Donc, mon top 1, c'était Ewillan ou Elana. Et j'étais en réflexion. Je me suis dit, je vais en mettre qu'une parce que ça fait deux personnages du même cycle. Et donc, quand Irisi a dit Ewillan, je dis cool, je vais faire Elana. Voilà. Bon. Désolé, ça va, j'ai laissé ma place pour Robin Hood. Elana, je ne la laisse pas. Ah, mais on a le droit de venir sur...
j'ai vraiment essayé parce que je voulais pas. Mais alors, on va en reparler, mais vraiment, ça a été très difficile pour moi d'essayer de trouver 3 personnages dont on n'avait pas déjà parlé à un Hmm. moment ou à un autre. Bah, d'un certain côté, t'es plutôt bon parce qu'on a surtout parlé de la quête des Wylans sur le podcast où on avait évoqué Pierre Bottero et on avait survolé un peu Elana, donc tu es quand même dans les clous, on dira. Bah, moi, je vais rien rajouter parce que ça sera au prochain tour. Je vais directement partir sur mon top 2 qui se passe dans un univers très 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 lointain. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les personnages qui me font plaisir quand je les vois à l'écran ou dans un livre. Et là, en l'occurrence, c'est à l'écran, puisque mon top 2, c'est Ahsoka Tano, un personnage de Star Wars, qui est l'apprenti d'Anakin Skywalker et qu'on voit dans la série, enfin notamment dans la série Clone Wars, où c'est surtout là au final où on la découvre, même si elle apparaît aussi dans Rebelle et que là bientôt elle va avoir, je sais pas d'ailleurs si la série est déjà sortie, je crois pas, hein, mais bientôt il va Ouais, y elle est déjà avoir. passée. Elle a eu une apparition dans la série le livre de Boba Fett. Voilà, c'est Oui. ça, mais elle Et n'est pas dans The encore. Mandalorian. Elle a été créée pour Clone Wars. Oui, Mandalorian aussi. C'est ça. Et la série commence à tourner en avril. Voilà, donc elle apparaît, enfin bientôt une série, comment on dit, live action va sortir avec elle, mais voilà, donc moi je l'ai découvert dans Clone Wars, et bah pareil que tout à l'heure quand je décrivais euh, Arya Stark, bah, c'est un personnage qui, dès qu'elle est à l'écran dans Clone Wars, qui est une série enfin, je sais pas à quel point les gens ont apprécié ça. Moi, je l'ai regardé assez tard, justement, et j'ai vraiment adoré. C'est une super, enfin, j'ai trouvé que c'était une super série d'animation qui permet, pour ceux qui veulent un peu enfin, découvrir Star Wars, hein, qui veulent pousser un peu dans Star Wars, qui est super cool, même si bon, tous les épisodes sont pas au même niveau. Mais en tout cas, elle, à chaque fois qu'elle est là, c'est top. C'est un personnage que j'adore parce que bon, on l'appelle la Chippy, c'est pas pour rien. Enfin, c'est Anakin qui l'appelle comme ça, mais c'est parce qu'elle est impertinente. Elle a des convictions et elle arrive à les faire. Elle arrive à les imposer à ses maîtres, que ce soit Anakin, Obi-Wan ou même des fois Yoda. Enfin, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle est forte. Elle est ultra badass. Par la suite, quand elle est plus vraiment Jedi, alors je sais plus exactement. Alors excusez-moi, je suis pas non plus je suis pas un pro de Star Wars, mais elle est plus vraiment Jedi. Elle a des sabres blancs. Je sais plus exactement ce que ça Elle représente. quitte l'ordre. Voilà, c'est ça. Elle Ouais, quitte elle quitte l'ordre. l'ordre, mais les sabres blancs, c'est une longue histoire, hein. Voilà. Parce Bon, que moi, j'ai lu le bouquin où c'est censé être créé, mais il y a des trucs qui retconnent le bouquin. Bref, la D'accord, continuité ouais. des Star Wars, La c'est continuité Star compliqué. Wars entre les séries et les bouquins, ça marche pas trop. Voilà, c'est Ouais, pour ça et que j'ai puis c'est pas surtout réussi à. que il y a la continuité officielle, la continuité de Legend, donc selon ce que tu as lu, selon ce que tu as pris, compliqué. Voilà. Mais Bon. oui, elle quitte l'ordre à un moment. Voilà. Elle finit par quitter l'ordre, elle a 2 sabres laser blancs et elle est encore plus badass par la suite. On la voit un peu plus vieille d'ailleurs dans Rebels, je crois, où elle fait figure d'autorité cette fois-ci. Et franchement, bah voilà, c'est un super perso et que j'adore quand elle est là parce que, enfin, je sais pas comment je pourrais le décrire autrement, mais elle est fraîche, elle est toujours de bonne, enfin, elle est de bonne humeur, bienveillante et impertinente. Enfin, c'est vraiment, c'est l'ado qu'on rêve d'avoir, quoi, d'un certain côté. Et puis voilà, trop, trop cool, Ahsoka. Je l'aime beaucoup. Moi, je suis pas objectif sur la série Clone Wars, vu que le film qui sert de gros épisodes au lancement de la série, c'est le premier film Star Wars que j'ai vu. Ah, Donc j'ai c'est vu il un y a peu pas très mon longtemps, lui. enfance. Excusez-moi, je vous ai Mais du perdu, coup, je mon suppose casque que s'est c'est à connecté. moi pour le top 2. Oui, Ouais. Bah moi en fait, je me suis fait griller mon top 2 par Vestri parce que mon top 2 c'est Gali. Et moi j'ai beaucoup aimé le personnage, bah effectivement comme tu l'as dit Captain pour sa relation avec Ido. Mais aussi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pas lu Last Order, j'ai juste lu des bouts de Mars Chronicles qui est une préquelle cette fois à la série. Et j'aime beaucoup le développement de son passé, etc. Et même pour la série Bionum en elle-même, j'aime beaucoup comment le personnage évolue, effectivement, comment elle est liée à tous les gens qu'elle a rencontrés, parce que tu parles de sa relation avec Ido, mais elle a aussi, que ce soit ses alliés ou ses ennemis, elle s'y sent rattachée, etc.
Et c'est ça qui l'ancre dans une réalité, vu que elle n'a pas de passé. Et je trouve que ce mode de développement est très intéressant. Personnellement, j'ai lu la fin qui avait été faite avant que l'auteur reprenne le manga et écrive Last Order et Mars Chronicles. Et j'ai beaucoup aimé cette fin, donc je vais pas spoiler, même si c'est plus une fin canon. Mais je trouve que ça aboutissait bien le personnage. Voilà. Parfait, donc on va passer maintenant au top 1, El Famoso top 1. Et je vais commencer parce que du coup, moi, ça a été un peu, grillé. Mais je vais revenir sur Elana quand même un tout petit peu. Parce que du coup, comme l'a dit Seymet tout à l'heure, c'est un personnage qui est indépendant, libre, incroyable, que moi aussi, si je devais être quelqu'un, s'il y a quelqu'un que je rêverais d'être, c'est elle. Elana, c'est une autre série de livres du coup qui appartient aux 3 trilogies qu'a fait Pierre Bottero sur le monde de Gwen de la Vire. C'est un personnage qui apparaît dans la quête des Willan comme un personnage secondaire, pas vraiment, elle fait partie de la troupe, mais qui apparaît dans un second temps dans l'histoire, un peu ténébreuse, un peu voilà, on ne sait pas trop, voilà, mystérieuse, on ne sait pas trop ce qu'elle cache, elle a des pouvoirs, on ne sait pas trop si c'est magique, qu'est-ce que c'est. Mais en tout cas, déjà, elle est badass, elle est souple, elle grimpe aux arbres, on l'entend pas, elle tue tout le monde, enfin voilà, trop bien. Et par la suite, il se trouve que Pierre Bottero a écrit Le Pacte des Marchombres, qui est la jeunesse d'Elana, qui raconte son enfance, tout simplement, le moment où elle commence à se créer, parce qu'au final, c'est un peu comme une championne d'exception, elle a été entraînée depuis son plus jeune âge, pas par les moyens que l'on pourrait croire, puisque il lui arrive, elle a une jeunesse un peu étonnante. Et ce personnage, en fait, par la suite, va se construire autour de l'identité Marchombre. Et au-delà de ça, elle va plus que se construire, elle va devenir très clairement le symbole de ce qu'est être un Marchombre. C'est ça, ouais, la quintessence du Marchombre. C'est ça, exactement. Telle est Lundril, cher Yakil. C'est ça, l'ancienne, qui était la légende des Marchombres. Au final, maintenant, la légende des Marchombres, c'est elle. Et ce personnage, très clairement, c'est, ouais, je pense que de tous les personnages que j'ai lus, c'est le personnage que j'aurais le plus souhaité être si les mondes de l'imaginaire existaient. C'est vraiment un personnage qui est indépendant, qui en fait qui a tout. Pierre Bottero a réussi à faire d'un personnage rebelle, indépendant, mais qui a aussi réussi à s'accrocher à un groupe, qui a réussi à devenir proche avec un groupe de personnes qu'elle ne connaissait pas, qui a réussi à trouver l'amour, mais pas de façon... tout est bien avec Elana. C'est ça, elle Et se très dit, franchement, elle est pleine d'empathie, mais elle aussi, même si elle est quasiment la Marchombre parfaite et idéale, elle aussi, ça lui arrive de douter, de vivre des choses qui sont difficiles. Et tout simplement, Elana, alors même si c'est pas elle qui le dit dans le livre, mais juste pour la petite citation de le doute est une vraie belle force, veille simplement à ce qu'elle te pousse toujours en avant. Mais cette phrase, elle me guide, elle continue à me guider au corps aujourd'hui. Voilà. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que tout même son personnage c'est un peu... Non, ouais, non, en fait, je sais même pas pourquoi je voulais rajouter quelque chose. C'est le meilleur personnage de tous les temps pour moi. Non, Mais pourtant, il est dire- quand même deux. Oui, moi, allez-y. j'allais dire que son introduction dans Ewilan est super bien foutue. Et surtout, moi, ce qui m'avait marqué, c'est à la fin du 3e tome, donc du Pacte des Marchombres, qui est sur elle, du coup. La façon dont c'est la fin du Pacte des Marchombres, c'est le futur, c'est le dernier événement qui se passe en Gwendalavir. Donc voilà, pour le tome 3. Et je trouve que ça résume parfaitement le personnage, ce qu'elle fait tout à la fin Ouais, tout à fait. de ce tome 3, quoi. Alors, bon, un petit mot quand même, un petit mot de tristesse, parce que techniquement, c'est pas la dernière scène qu'on a en Gwendalavir. La dernière scène vraiment qu'on a en Gwendalavir, c'est dans les âmes Oui, croisées. c'est dans Oui, mais bon. l'autre, à la fin de la trilogie Non, de l'autre. non, je sais. c'est dans les âmes croisées. Bah, j'ai passé le seul que j'ai pas lu. Eh ben, lis-le.
Ouais, mais on me dit qu'il y a un cliffhanger de malade et qu'on n'aura pas la suite de toute façon. Oui, c'est le problème des âmes croisées. Oh là là, c'était le Cosmere jeunesse. Bon, allez. Franchement, encore une fois, je l'avais vendu dans le premier podcast, mais si vous avez des jeunes qui se mettent à la littérature de l'imaginaire, foutez-leur du Pierre Bottero entre les mains. Cocorico. Voilà. Nous aussi, on fait un univers connecté. Voilà, donc je laisse la place après. Vous ne pourrez pas faire mieux de toute façon, donc allez-y. Bon, bah, je vais y aller vu que je peux pas faire mieux de toute façon. Moi, en premier, j'ai mis Mara des Akoma. C'est le personnage principal de la trilogie de l'Empire de Raymond Feist. En gros, c'est dans le même univers que la trilogie du magicien, non, la trilogie du magicien, je crois. J'ai un doute sur le nom, parce que moi, j'ai lu que la trilogie de l'Empire. J'ai lu la side quest, pas le reste. Et en gros, Mara, c'est la dernière survivante de la famille des Akoma, parce que bon, bah, sa mère malheureusement est morte quand elle est accouchée de Mara, et son grand frère et son père se sont fait tuer fourbement à la guerre. Donc, on est dans un monde de fantasy, mais qui est très basé sur... j'ai un doute si c'est la Chine ou le Japon. Mais en tout cas, c'est un univers asiatique féodal avec des rivalités entre les clans et les familles. Et elle se retrouve, jeune femme, dans un monde d'hommes, avec une maison, dans le sens armée, famille, etc., détruite. Et on va la suivre pendant qu'elle va survivre dans un premier temps, puis s'élever dans la hiérarchie des différentes maisons et se battre pour sa survie et celle de ses enfants qu'elle va avoir. Voilà. Bon, c'était pas mal. Ah, c'est bien quand même. Non, tout Ah bah à c'est fait. pas la liberté, hein, c'est plus le conformisme, mais elle est anticonformiste par rapport à son rang, etc. Donc c'est pas mal. Ah, non, tout à fait. Eh bien, j'en sais rien, Seymet. Me revoilà donc. Moi, mon top 1, c'est le personnage principal de mon gros coup de cœur de 2020. Ma saga coup de cœur de 2020 qui est Cuchiel de Jacqueline Carré, une autrice. Yeah, comme ça, je fais un combo. Et le personnage principal qui est donc Phèdre, qui est... c'est une fantaisie, en fait, si vous voulez, il n'y a pas forcément vraiment beaucoup de magie. C'est surtout des dons de certains dieux qui apparaissent, on va dire, sur le monde. Et le monde, c'est le nôtre, c'est la même carte que nous. Et au niveau de la religion, eh bien, faudra imaginer que Jésus a eu un fils avec Madeleine. Et ce fils a dit aime quand tu l'entends. Et de ça est créé tout un peuple qui est né des descendants de ce fils de Jésus, qui vivent, enfin voilà, ils sont tous beaux, ils sont tous magnifiques, et surtout, ils sont tous très ouverts sur les questions d'amour et de sexualité, on va dire. Et l'héroïne principale, en fait, Phèdre, est touchée par des compagnons du fils de Jésus qui s'appelle Éloi. Elle, sa spécificité, en fait, c'est de trouver le plaisir dans la douleur. Et en fait, on la suit devenir petit à petit une courtisane et une espionne pour le compte de son maître. C'est un personnage qui est d'une loyauté à toute épreuve, qui a une compassion absolument incroyable, qui est intelligente, qui est curieuse, qui aime découvrir beaucoup de choses. Alors c'est pareil, on est loin de l'héroïne badass, rebelle, etc. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est, elle est incroyable. Alors, je ne veux pas être elle tout simplement parce que le côté jouir dans la douleur, c'est pas trop, voilà, je reste sur Elana. Mais c'est un personnage qui mérite tellement que plus de personnes le connaissent. Ça a été vraiment mon coup de cœur 2020 et pour dire, j'ai déjà relu les 6 tomes
J'ai déjà lu les 6 tomes peut-être 4 fois depuis 2020. Voilà, c'est Ah oui, t'aimes incroyable. vraiment beaucoup la série. Ah non, non, mais franchement, enfin voilà, alors, il y a des passages qui sont extrêmement compliqués à lire, enfin, mais c'est vraiment d'une beauté incroyable. Voilà, je savais qu'un jour j'allais en parler dans le podcast et je le mets là parce que c'est vraiment le personnage féminin et puis vraiment avec juste une petite phrase, parce que j'aime bien les citations, mais voilà, petite phrase, petite citation, où dedans, par exemple, on a qui se soumet n'est pas toujours faible, et pareil, je trouve ça tellement, tellement vrai. Parfait. Eh ben, on va finir, non, on va continuer avec Jeanne et on finira avec Capitaine Vestray. Ok. Alors moi, j'ai eu un peu peur que tu me souffles mon top, Zerlock, quand je t'ai entendu parler de Star Wars. Mais non, c'est bon, je suis safe parce que je parle d'un autre personnage de Star Wars et c'est Leia Organa. Ah, j'ai failli. Yes. J'hésitais entre les deux. Qui me semblait par ailleurs très adapté pour le sujet dont on traite aujourd'hui parce que moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup aidé, enfin, qui m'a énormément inspiré quand j'étais petite parce que j'ai vu Star Wars toute petite, enfin la trilogie originale toute petite. Et parce que c'est quand même un âge où quand tu es une petite fille et que tu as 6 ans, tout le monde veut que tu sois une princesse. Et moi, j'avais pas du tout envie d'être Cendrillon, genre, mais une princesse du genre Princesse Leia, ça m'allait plutôt bien. Déjà Carrie Fisher, hein, qui me manque énormément. Bah, donc ça a été une inspiration énorme et ma première confrontation à un personnage féminin qui n'était pas genre Cendrillon. J'ai rien contre Cendrillon, hein, mais Ouais, non, mais qui ça, sortait du... La représentation n'est pas la même. Voilà, ça Ouais, sent mais Voilà. quand t'es Cendrillon, traumatisé, Blanche-Neige. tu fais une fixette, t'inquiète. Même quand t'as rien contre le personnage. Voilà, Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Et Princesse les robes. premières, bah, pas toutes les princesses Disney, moi, déjà les premières princesses Disney. Oui, Et je parle les des premières Ouais, nouvelles princesses mais- sont... Disney Ah, parce par que... contre, là-dessus, je m'identifiais beaucoup à la belle. Bon, pas le côté belle, mais alors le côté bibliothèque. Oui, c'était ma princesse préférée aussi. Voilà, on est d'accord. Non, mais oui, je parle parce que moi, du coup, j'ai pas vu beaucoup Disney quand je grandissais, mais ce que j'ai vu, ça a été je parle des premiers Disney, du coup. Ouais. Et surtout que La Reine des Neiges et tout ça, il n'y avait pas encore. Donc, bon, bref, c'est un autre débat. Donc, quelqu'un qui m'a toujours beaucoup inspiré et qui est en fait, enfin, je trouve toujours qu'on parle pas assez de mes personnages préférés, mais qu'on sous-estime ce qu'elle a traversé et ce qu'elle a fait pendant cette série, parce que je tiens quand même à rappeler que dans les 10 premières minutes du premier film, toute sa famille se fait pulvériser sous ses yeux, et toute sa planète et son enfance, et elle continue d'avancer pendant tout le film alors que sa planète vient de se faire détruire. Quelques années, moi, je me rends même pas compte comment la chronologie se passe, mais elle a le plaisir d'apprendre que celui qui a tué ses parents adoptifs, en fait, c'est son père, et C'est je 2 ans après, si tu regardes 2 la ans après. continuité. Merci beaucoup. Quelque chose qui est très intéressant, en fait, dont je parlais hier ou ce matin, je crois, sur Twitter avec mes mutueux Star Wars, c'est que Luke et Leia ont une réponse hyper opposée à leur histoire familiale, en fait. Donc là où Luke va répondre à le fait de découvrir que donc Vader c'est leur père, c'est avec le fait que il a tellement besoin d'avoir une figure paternelle parce qu'il s'est tellement construit autour de cette figure paternelle que lui, il va répondre en voyant du bon en lui tout de suite. Enfin, l'histoire de Star Wars, quoi. Là où Leia, elle apprend que son père, c'est la personne qui lui a tout pris. Et d'ailleurs, il y a des extraits dans, je crois que c'est Leia, princesse d'Alderaan, ou un des livres qui lui est consacré, où elle a une conversation, enfin, elle pense à ça parce que donc Luke est là à lutter pour voir du bon en lui. Donc, en fait, c'est terrible pour elle parce qu'elle se découvre une famille, il y en a un qui a assassiné toute sa famille et l'autre, il est persuadé que celui qui a assassiné toute sa famille, en fait, il peut être sauvé. Et je pense que quelque part, il y a beaucoup de gens qui... J'arrive pas à parler. Donc, Luke, là où lui va... Enfin, c'est facile de considérer que Luke, c'est le fils d'Anakin et Padmé. Pour moi, Leia, elle a tellement plus été construite par les Organa et elle a une réponse, enfin, ce qu'elle doit affronter en apprenant que
en fait, Sévadeur, son père, je trouve qu'on sous-estime vraiment ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a continué à faire malgré ce qu'elle a vécu. Et je trouve que c'est un personnage qui est vraiment très impressionnant. Et bon, j'aime pas les séquelles. Voilà, je les ai pas aimées, je les ai trouvées. C'était pas mon Star Wars, mais de pouvoir la revoir en ayant grandi après que son personnage m'ait autant façonné quand j'étais petite, ça a été très important pour moi et de pouvoir la voir. Enfin, une de sa dernière scène avec Luke, là où elle dit au revoir à Luke. Je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo où c'est en coulisses et Carrie Fisher, elle n'arrive pas à tourner la scène. Oui. Et Mark Hamill, il arrive et il lui dit qu'il l'aime, genre. Et en fait, cette scène, dans le scénario, on sait que c'est Leia qui dit au revoir à Luke, enfin, qui à la fois le retrouve et à la fois lui dit au revoir, mais c'est aussi Mark Hamill et Carrie Fisher qui se disent au revoir et qui disent au revoir à leur personnage. Et je sais pas, ça me. Il y a quelque chose, je trouve, de Leia qui est indissociable de Carrie Fisher parce qu'elle a tellement apporté au personnage. Et je sais pas si ça rentre dans créatrice, j'aurais pu parler d'elle parce que c'est aussi une personne incroyable et je pense que personne d'autre n'aurait pu jouer Leia comme elle l'a joué. Bah, très franchement, je suis d'accord avec toi quand tu hésitais à le mettre en créatrice. Moi, j'ai hésité parce que elle est actrice, certes, elle est très connue pour Leia, mais elle a été aussi scénariste et script doctor sur énormément de scénarios. Et du coup, j'avais hésité à la mettre aussi pour cette raison. J'ai lu des extraits qu'elle a écrit parce que c'était l'anniversaire des 5 ans de sa mort il y a pas longtemps et à cette occasion, on en a beaucoup parlé et j'ai lu pas mal de ce qu'elle écrit et elle écrit vraiment bien, quoi. Elle a écrit une autobiographie aussi, il me semble. En tout cas, je suis très content que tu en aies parlé parce que tu en as mieux parlé que ce que j'aurais fait. Donc, je suis content d'avoir pris Ahsoka et t'avoir laissé d'ailleurs. Mais c'était bien qu'on parle d'Ahsoka aussi. Et donc, du coup, on va finir avec Capitaine Vestri. Et voilà, moi, pour la première place sur le podium, j'essaie de vous parler de la princesse du royaume des montagnes, de l'épouse de vérité et de la reine servante des Séduchés, tous ces titres, qui est autre que Kit Riken de l'Assassin Royal, de Robin Hood, évidemment. Tout simplement parce que j'adore ce personnage-là, je suis un peu amoureux d'elle, là. Mais voilà. En gros, c'est justement dans l'Assassin Royal, la plupart des Séduchés connaissent des tensions avec le royaume des montagnes d'où elle vient. Puis elle est promise à vérité, celui qui va devenir roi dans le futur pour comme un peu abaisser ces tensions-là. Je la trouve incroyable parce qu'elle s'en va elle s'en va pour devenir reine dans un pays où clairement la plupart des gens sont racistes par rapport à d'où qu'elle vient. Puis elle est seule, elle connaît personne, puis c'est la première personne avec qui elle devient amie, c'est Fitz, le personnage principal. Puis aussi, par rapport à l'éducation qu'elle a reçue du Royaume des Montagnes, elle prend toujours ses décisions par rapport, elle met le bien-être de son peuple en premier toujours, pas comme certains rois qui sont selfish et qui profitent du pouvoir. Elle, même dans les moments les plus difficiles et tout ça, elle veille toujours au bien-être de son peuple en premier. Puis, vers la fin du premier cycle, elle part à la recherche de vérité alors qu'elle aurait clairement pu laisser Fitz y aller tout seul, mais elle décide d'y aller avec. Et puis aussi, c'est un des rares personnages que je trouve qui est autant bienveillant envers Fitz, le personnage principal de la série. Puis aussi, moi, comme c'est un peu un running gag dans le groupe sur le Discord, mais le ship interdit, là, justement, Ketriken et Fitz, là, moi, je les verrais bien ensemble et tout ça. Puis même que le loup de Fitz, Œil de Nuit, a déjà dit à Fitz que c'est elle qui aurait choisi comme femelle, d'ailleurs. Puis c'est ça, je l'adore, c'est tout ce que j'ai à dire sur elle, mais je la trouve incroyable. Alors, Œil de Nuit, il rentre dans mon top 1 meilleurs personnages animaux du. On fera un Voilà. podcast animaux. Le top personnage non humain, ou non Ouais, humanoïde, pourquoi je sais pas. pas.
Un petit top personnage en humain, mais œil de nuit, il rentre dans le top 1 des. Moi, je Jar Jar préfère les... Binks. Jar Jar Binks, ouais. Non, je rigole. Non, je le compte dans les humanoïdes. C'est comme Ok. Ahsoka, c'est une espèce alien, mais pareil, quoi. Ouais, c'est une sorte de canard quand même. Non, je rigole, Et je rigole. alors, tu juges pas les Gungan. Tilk en deux. Eh bien, écoutez, on a fini avec ce top. Je dois vous dire que je suis très content de tout ce qu'on a dit parce qu'il y Ouais. avait plein de personnages que vous avez cités et dont vous avez très bien parlé, dont j'aurais aimé aussi un peu, auxquels j'avais pensé dans mon top. Et donc, on s'est un peu croisé sur quelques noms, que ce soit chez les autrices ou chez les personnages. Mais au final, on a réussi, je trouve, à avoir un certain nombre de noms différents et des noms auxquels, perso, j'avais pensé à plusieurs reprises. Et donc, je suis très content que vous les ayez pris, surtout pour en parler aussi bien par la suite. Donc, c'était très, très cool. C'est vrai que autant dans le top créatrice, on trouvait beaucoup de Robin Hobb, autant dans le personnage, on a trouvé beaucoup de Botero. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais moi, on avait parlé vite fait des mentions honorables. Moi, il y en a une que je voulais citer parce que quand on regarde les personnages qu'on a cités, on a cité du film et beaucoup de livres, mais moi aussi, je voulais citer un personnage de jeu vidéo parce que je pense que c'est important aussi comme médium. Mm. Et moi, c'était personnellement, c'était Jill du jeu Valhalla. Et en gros, le jeu Valhalla, c'est un simulateur de barman. Et on joue Jill. Ouais, non, mais je te jure, on prépare des verres aux gens et on parle à des gens. C'est juste ça, mais le personnage, on apprend à le découvrir et on découvre que bah, c'est dans un monde cyberpunk. C'est pas toujours facile tous les jours, les mondes cyberpunk. Elle a des légers problèmes de dépression, mais à chaque fois qu'on commence une nouvelle journée, elle est motivée, elle veut changer la vie de ses clients et des gens qui passent dans son bar. Et je trouve que c'est positif comme personnage, personnage qui, malgré ses problèmes, n'hésite pas à vouloir avancer et tout. Ouais, Ouais. Trop cool. puisqu'on en est aux mentions honorables, j'avoue que j'avais beaucoup pensé en effet à Leia, j'avais pensé à Ketriken que vous avez cité, et Willan. Donc c'est bien, vous avez pris mes choix sur pas mal de trucs, je suis très content. Et j'avais aussi pensé, puisque c'était mon coup de cœur, gros coup de cœur de l'année 2021 pour moi, c'était la série Arcane. Et dans la série Arcane, les 3 personnages principaux sont des femmes. Et Ouais. 3 femmes, enfin vraiment 3 personnages incroyables, que ce soit Vi, Jinx ou il me manque la dernière, Caitlyn. Caitlyn, Caitlyn. voilà, qui sont 3 super personnages. J'avais évidemment pensé à Hermione Granger, puisque bon, pareil, de la même Ouais, façon pareil. que Leia, elle est aussi très fortement incarnée par Emma Watson, qui est au-delà d'être Hermione Granger, fait aussi beaucoup de choses à côté pour le droit des femmes. Et vu qu'on est là pour la Journée internationale des droits des femmes, je trouvais que c'était aussi pas mal de mettre un petit coup en avant Emma Watson, même si elle n'a pas besoin de nous pour ça. Oui, mais Ouais, tiens, je regarde, tu crois vois, que ça va. ça refait le lien avec Belle de tout à l'heure pour la bibliothèque. Tu vois. Exactement. Voilà. Ah, Emma Watson et les bibliothèques, une longue histoire d'amour, peu importe ses Oui, c'est personnages. ça. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, de mon côté, alors j'ai eu beaucoup de mal tout simplement parce que, bah, par exemple, dans mon top, j'avais Mercy Thompson, j'en ai déjà parlé. Alors, Vin, Shalan, Jasna, je veux bien, mais à un moment, Brandon, va falloir se calmer. Katara, Toph, Azula. Oui, non, mais J'ai la fait un moitié du épisode cast spécial d'Avatar. de 2 heures sur Avatar, le dernier maître de l'air. On va pas enchaîner. Que vous comprenez pourquoi j'ai dû élaguer un petit peu. Ouais. J'ai pensé à Yennefer pendant un moment. Ah, Mhm. je pense que ma petite sœur aurait mis Siri. Ouais. Non, en vrai, tu parles de Avatar et je pense que si j'avais dû mettre un personnage de la série, ça aurait été Asami. Et du coup, chez Korra. Oui. Bah oui, c'est vrai qu'il y a aussi, Asami. Enfin, c'est pareil, là, j'ai dit Trop Katara, de Toph, persos Azula. féminins Bon, dans il y a cette série. Suki aussi, mais il y a trop de personnages féminins dans ce. Et ils sont Enfin, trop il y en bien. a trop. En soi, il y a Kuvira aussi, techniquement, qui est hyper intéressante quand même. Intéressante, mais je l'aurais peut-être pas mis dans ce top. Non, je l'aurais pas mis non plus, mais bon, voilà. Enfin, de toute façon, j'avais dit Avatar, le dernier maître de l'air. Non, t'en as déjà assez parlé, ça va être bien 2 minutes.
Vu que vous avez tous vos petites marottes, je vais passer sur la mienne un tout petit peu aussi, hein. Donc moi, vous savez, c'est un peu la roue du temps. J'ai mis aucun personnage de la roue du temps, mais c'est pas parce que les personnages féminins sont pas intéressants, loin de là. Au contraire, hein, d'ailleurs, Jordan a créé un monde qui est dominé par les femmes, enfin qui est dominé Oh, par les femmes. Oui. d'ailleurs, à ce propos, Zerloc, j'ai un petit mot à penser, mais j'en profite parce que tu en parles. Parce que donc, on a enfin regardé La Roue du Temps avec mon chéri, la Ah, série. Ah, c'était pas trop tôt. Et il m'a sorti une réflexion assez intéressante. Il m'a dit, c'est impressionnant, j'ai du mal à rentrer dans l'histoire parce que j'ai l'impression que les personnages masculins là-dedans, ils sont négligeables. Voilà, on s'en fout un peu. Et c'est vraiment les personnages féminins qui font tout, voilà, qui sont la force du récit. Et puis il a regardé ma tête, il a dit oui, j'imagine que toi, ça doit t'arriver plus souvent de ressentir ça. alors, la série a pris le parti très clairement de mettre les femmes en avant. Dans les livres, c'est aussi un peu le cas, puisque le cercle des femmes est l'instance principale du village où vivent les héros. Dans toutes les civilisations, les femmes ont des rôles prépondérants, même si souvent il y a quand même un chef homme, mais disons qu'il y a toujours un organe femme qui est derrière et qui en gros est toujours là, ouais, derrière les hommes. Heureusement qu'on est là pour tirer les ficelles, parce que vraiment c'est des glands. Donc, En même temps. l'intégralité de la roue du temps repose sur ce système matriarcal, même si certains les héros principaux restent trois jeunes garçons. Mais justement, on dit les trois héros principaux, mais c'est pas vrai. Parce que ça, c'est, on va dire, dans le tome 1 qu'on les présente comme ça. Il y a déjà des femmes qui les accompagnent et qui sont importantes, mais ça prend de l'ampleur justement après le tome 1. Et dans la série, c'est fait dès la première saison, avec des points de vue qui alternent entre les différents personnages, les trois garçons, et aussi d'autres personnages qui sont des femmes, et qui, au fur et à mesure, en fait, ce nombre de points de vue augmente. Et tous les personnages féminins sont très travaillés. Alors Flo vous dira que certaines d'entre elles sont extrêmement chiantes et ont des réflexions qui sont nulles. Mais au contraire, je trouve, moi j'ai toujours adoré le fait qu'ils aient des réflexions futiles, parce que je trouve que ça les rend d'autant plus humains. Et tous les personnages féminins sont très très forts dans la roue du temps. Le seul truc, c'est que j'aurais pas su véritablement les départager, parce qu'elles ont toutes des défauts, mais justement pas des défauts d'écriture, des défauts dans la vie de tous les jours, qui les rendent par moments insupportables. Et du coup, je savais qu'on ferait une sorte de petit top informel à la suite, et donc que j'allais réussir à les placer. Mais du coup, oui, Elaine Trakand, Moiraine Damodred, Ninaeve Almaera et bien entendu, putain, il me manque Egwene Alvere, qui sont et Mine aussi, enfin les 5 personnages vraiment féminins qui sont très, très puissants et suivis, même s'il y en a bien d'autres qui le sont aussi. C'est un régal de les suivre dans la roue du temps. Donc voilà, il fallait que je parle un peu de la roue du temps, c'est fait. Alors du coup, si je peux sauter sur ma marotte, dont je n'ai pas mentionné les personnages, Chacun vous son savez tour. de Là, quoi tu je le vais sens, parler. la grosse frustration d'en avoir eu que 3, là. Ah ouais, Et- parce que je suis vraiment très très triste de ne pas avoir pu mentionner les femmes de cette œuvre, parce que pour beaucoup, c'est un des points centraux de l'œuvre. Les femmes de Dune. Je voulais parler de Shani, et je voulais parler surtout de Audrad, que vous ne connaissez pas encore et que je pense malheureusement que le public ne connaîtra jamais, parce que c'est un personnage des tomes 5 et 6. Et si un jour on arrive au tome 5 et 6 en film, ce serait un miracle. Je n'y crois pas personnellement, mais qui sait, peut-être. Mais globalement, c'est une série de livres qui date des années quand même 1960, hein, donc niveau représentation, c'est pas trop ça. Il y a quelques remarques qui font toujours un peu tiquer, mais quelque chose que Denis Villeneuve, notamment, a toujours beaucoup souligné en interview, quand on lui demandait c'était quoi l'aspect de Dune que vous vouliez le plus mettre en avant dans ce film. Et il a toujours répondu que c'était les femmes, et c'est vrai que c'est un univers où c'est les femmes qui tirent les ficelles tout le temps. Le Bene Gesserit est un ordre exclusivement féminin, et globalement,
toutes les femmes ont des influences hyper importantes. Je pense à Shani, sur ce que dont j'aurais beaucoup aimé parler, pardon, qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce film, comme dans la première partie, comme ça a beaucoup été critiqué, mais qui est absolument essentiel à l'équilibre tout, enfin, qui est encore une fois un peu comme ce que j'ai dit avec Mary Jane, tellement plus que juste la copine du personnage principal. Et globalement, c'est une histoire de femme puissante, et je pense que ça a beaucoup été influencé par la femme de Frank Herbert, donc, qui s'appelle Beverly Herbert, et qui est morte pendant l'écriture de la série, et ça se sent dans l'histoire. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que dans la fin, enfin, pendant le tome 6, en gros, j'essaie de dire ça avec le moins de spoil possible, mais il y a un couple qui sont un peu genre, on ne sait pas exactement qui c'est. Il y a des chapitres qui se passent et qui racontent la vie d'un couple et on ne sait pas qui c'est. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une personnification de Frank Herbert et Beverly. Et je pense que c'est révélateur de à quel point elle a influencé Dune et à quel point sa mort aussi, je crois qu'elle est morte d'un cancer, a influencé Dune. Et c'est vraiment une œuvre dans laquelle les femmes, même si c'est pas toujours... franchement, les femmes, ça passe. Le vrai problème c'est sur d'autres problématiques que c'est pas forcément la très bonne représentation, mais ça reste une œuvre dans laquelle il y a énormément de femmes très très puissantes, et je suis triste de ne pas avoir pu en parler, donc j'en parle maintenant. Elles sont toutes incroyables, voilà. Surtout Shani. Je parle surtout de Shani parce que je sais que c'est elle qu'on verra, et j'ai hâte qu'on la voit plus que comme si c'était une pub de parfum, genre, et plus de 5 minutes, parce que Mais après, elle n'est pas très présente dans la première partie du livre. Oui, c'est normal. Logique. Mais surtout si on a le Messie de Dune, moi, c'est là pour moi que elle est la meilleure. Mais en même temps, c'est mon tome préféré de toute la série, donc. C'est pas très objectif. Oui. Eh bien, parfait. Je pense que ça va clôturer en tout cas le top. Après, comme tout à l'heure, on peut faire un petit bilan débat sur les personnages. Donc, comme on a pu le voir, on a tout de suite beaucoup plus de noms, beaucoup plus de représentations. On a pu voir qu'on avait pas mal de personnages différents dans tout ce qu'on a cité. Et donc voilà, si vous avez... je ne sais pas exactement sur quoi vous voulez axer le débat, mais je vous laisse la parole sur les personnages féminins. Moi, j'aimerais y aller vite fait avec mes mentions honorables. Ah oui, pardon, on a oublié tes mentions honorables. Pas de problème. J'avais pensé à Jolene Cujo de Jojo Bizarre Adventure, parce que c'est le seul Jojo féminin, et dans les 8 Jojo de chaque partie, c'est mon deuxième Jojo préféré. J'avais aussi pensé à San de Princesse Mononoke et à Jin, je me souviens plus de son nom de famille, Jin, le personnage principal de Star Wars Rogue One, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors moi, j'avais une piste de débat, réflexion. Enfin, j'en avais déjà en tête, et en fait, Zerlock, ce que tu as dit sur Ahsoka, ça m'a rappelé quelque chose. Et c'est Irissi qui a parlé du film The Clone Wars, je sais plus. Oui, et donc le film de Clone Wars, qui est la première introduction d'Ahsoka dans Star Wars, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Et elle est habillée de manière vraiment pas très pratique pour se battre. Ouais, non mais t'inquiète, dans vous... les deux premières saisons de la série, c'est pareil. J'ai pas fini encore, enfin j'en suis pas là encore. Mais en fait, ce que j'ai pu apprendre il y a pas longtemps, c'est qu'à l'origine, les character designers n'avaient pas du tout prévu ça comme ça. À la base, elle devait avoir une jupe longue et des vêtements qui lui permettaient, en étant assez ample, de se battre correctement. Et George Lucas est arrivé et a dit la petite adolescente de je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir 13 ans, vu qu'elle vient de dire Padawan. Voilà, elle est quand même très jeune. Il a dit l'instant glauque. Je pense que ce sera mieux qu'elle ait un crop top et une mini-jupe. Voilà. Donc, je trouvais que ça c'est quand même une remarque assez intéressante, parce qu'elle est petite quand même, et qu'à la base, c'était pas crop top et mini-jupe. Voilà. Ah. Oui, c'est vrai que souvent, les tenues sont plus que discutables dans certaines représentations, de même que dans certains jeux vidéo, on la connaît toutes, l'armure string soutien-gorge. Les MMORPG sont particulièrement marqués sur ça.
Oui, mais quitte à passer des heures à regarder des fesses, autant que ce soit des fesses sexy, tu vois. Bref. Ah, mais tout Et à fait. C'est Ouais. vrai que la question de Non, la. Vas-y, ouais, je t'en vas-y. prie. Non, ce que j'allais dire, c'est aussi, bah, un peu comme disait Jeanne, mais c'est les chara-design de personnages où ils sont pas forcément dénudés ou quoi, mais le chara-design te hurle: «Je suis une fille», mm, et puis quand tu réfléchis 2 secondes de plus, il ne te hurle que ça et tu es en mode: «Ah, c'est ça le développement de personnage par le chara-design?» Bah, on va pas aller loin en fait, parce mm, mm. que à côté de ça, tu as le personnage masculin qui te dit: «Oui, je suis un homme, mais je suis ça et ça et ça et ça», et tu fais: «Ah, c'est intéressant». Et le personnage féminin te dit: «Je suis une fille». On va pas aller loin avec ça. Alors là-dessus, justement, c'est le truc que tout à l'heure je disais par rapport à Ahsoka. C'est vrai que maintenant que j'y repense, parce que moi j'ai vu les dernières saisons donc, où elle est plus habillée, et j'avoue que je me rappelle maintenant de la tenue qu'elle avait, et je me rappelle pas avoir noté dans ma lecture, j'allais dire, des épisodes, le moment où ça change. Mais voilà, l'avantage, malgré son cosplay, sa tenue, justement, ce qui est bien, je trouve, avec ce personnage, c'est qu'ils n'ont pas fait que ça. Ils lui ont donné quand même autre chose à côté. Et ils n'ont pas juste crié: regardez, Anakin a une padawan fille, elle est jolie, ou voilà. Non, ils lui ont donné une vraie personnalité, ils ont fait autre chose à côté. Mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, parce que je suis allé voir, pendant que vous en parliez, sa tenue dans le premier film, il faisait peut-être chaud sur cette planète. Je ne vois pas d'autre explication. Alors pour le Alors, passage sur Tatooine, je veux bien, Et même parce que, mais le genre, début sur Geonosis, j'ai un doute. non, mais ce qui bah, est même très sur Tatooine, bien, en plus, ils sont censés se protéger du soleil. Oui, oui, bien sûr, Donc, non, mais ça n'a aucun sens. ouais, mais ce qui est très bien avec cette petite réflexion, c'est qu'au moins on remarque que dans l'imaginaire, si on s'habille court, c'est qu'il fait chaud. C'est pas forcément quelque chose de gagné dans la vraie vie. Il faut le savoir. Oui. Hein, mais moi, ce que j'ai remarqué avec mon challenge personnel, où je voulais pas forcément reparler des œuvres qui étaient déjà là, enfin qu'on avait déjà vues, et je rebondis en même temps sur le fait qu'il y a eu beaucoup de Robin Hobb en créatrice et qu'il y a eu des réflexions pour mettre. Alors, Ketri Sten Ketriken. Ouais, je sais pas Ketriken comment on prononce, moi c'est Je comme sais ça pas que je comment on le, je le prononce. prononce. Moi, j'aurais dit Ketriken comme toi. Ouais, moi Ok. aussi. Mais les Et noms donc, oui, d'imaginaire, c'est compliqué. c'est ça. Et le fait qu'on ait reparlé de Ketriken après encore dans les personnages, j'ai eu comme réflexion que effectivement souvent les œuvres qu'on va avoir tendance à préférer, c'est celles où quand il y a des personnages féminins, ils sont construits. Enfin, ils sont voilà, ils sont pas là ils sont pas là juste pour être ici, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Oui, ouais. Oui, Oui. je vois très bien. J'avais un peu cette impression sur Le Seigneur des Anneaux, où Ouais. c'est très sympa. Les personnages féminins existent, ne sont pas maltraités, mais se contentent quand même pour Galadriel d'être puissante et mystérieuse, pour Éowyn de se prendre un gros râteau par Aragorn et de tuer un Nazgûl, ce qui est très très bien, mais à part ça, voilà. Et pour Arwen, ouais, je crois que c'est Arwen, d'être jolie et mystérieuse. alors là, tu pointes effectivement le point sur enfin, Pas le doigt sur très. quelque chose, c'est le fait que j'aime beaucoup regarder Le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas de souci. Mais alors personnellement, je me sens pas concernée. Déjà, Frodon, j'ai envie de le tuer de A à Z. J'aime pas Non, sa tête. moi, Après, quand je veux regarder une série avec cet acteur, à chaque fois, je dis: oh non, il y a Frodon. Non, non, il va faire sa le victime. Non, j'ai pas pauvre, envie. le pauvre Elijah Wood, il a rien Frodon, demandé. pour moi, il est pire que Fitz. Tu mets un perso, voilà, le top des victimes, Frodon est au-dessus de Fitz. Tu vois, je préfère Ah non, Prochain voir mais top. Frodon est une victime. C'est la Prochain, victime. Ouais, prochain voilà, top, le les héros du Seigneur des héros, Anneaux, c'est Sam. Je suis désolée, c'est Sam. Voilà. Bref. les Mais héros effectivement, débiles, Frodon, Harry Potter et, Fitz. et Fitz Fitz. loin voyant chevalerie. non, ouais. Mais effectivement, le Seigneur des Anneaux, je me suis pas sentie concernée. Et Luc Voilà. aussi.
En fait, les plus gros succès, c'est avec En des fait, c'est ça, débiles. c'est toujours des débiles. D'accord. Heureusement que des fois, il y a eu une femme à côté comme Hermione Granger. Ah là, ça, on sait très bien qu'il serait jamais arrivé au bout de l'aventure sans elle. Hein. Sam Genji, bon, c'est un homme, mais Bon, ouais. Ouais, mais c'est Sam. c'est Sam. Il est non-genré, Sam. C'est un hall. Mais non. On peut dire voilà. qu'au moment de C'est, la conception de ce test, de la conception de ce top, au début, j'ai un peu craint parce que, en fait, vu que j'étais sur les autrices avant de faire les personnages, je suis parti en me disant, bah, vu que j'ai bien aimé ces autrices, il doit y avoir des personnages que j'aime bien. Et en fait, bah, Christelle Dabos, non. Enfin, du coup, c'est pas forcément ceux que j'ai mis dans mon top, mais ceux auxquels j'avais pensé. Et en fait, j'ai remarqué que bah, il y avait plein de personnages féminins auxquels j'avais pas d'affinité, pas d'attache, et que, bah, un peu comme toi avec le Seigneur des Anneaux, tu t'en fous. Bah, c'est pas que je m'en foutais, mais c'est que bah, j'étais pas attaché parce que je me retrouvais pas, elle représentait pas quelque chose qui me parlait. Et puis, petit à petit, j'ai repensé mes œuvres préférées, et là, je me suis rendu compte que bah, j'avais un choix quand même assez vaste. Mais la question, c'était pas tant, enfin, du coup, moi, la façon dont j'ai fait mon top, c'était pas tant est-ce que le personnage féminin est intéressant, bien construit? Parce que là, à ce moment-là, j'avais une multitude d'exemples qui me venaient en tête, mais c'était vraiment ceux qui m'avaient marqué et auxquels je préférais, où j'attendais les scènes avec elle. Mais en général, la corrélation est quand même là. C'est-à-dire que si tu attends un personnage féminin, souvent, il est quand même bien construit. Et c'est-à-dire que, Exactement. en fait, pour beaucoup, je trouve que quand un personnage féminin est bien construit, c'est un personnage, tu pourrais lui mettre, tu pourrais dire que c'est en fait c'est un mec, ça changerait pas grand-chose. Hormis le risque constant d'agression sexuelle, évidemment. Ouais, ça dépend Parlons-en. comment le personnage est développé, mais c'est vrai que y a certains personnages, c'est pas lié les deux. Ici Zerlock du futur, je communique avec vous pour vous avertir que dans la prochaine séquence, des propos au sujet d'agression sexuelle ou de viol vont être tenus afin de parler et de débattre autour du sujet. Donc si vous ne voulez pas écouter ce débat, je vous conseille de sauter cette partie. Normalement, tout sera dans le timecode pour pouvoir revenir sur un espace plus safe. Voilà, bonne fin d'écoute. Et puis après, tu dis le risque constant d'agression sexuelle. Je viens de lire un truc dans justement la Cité des Anciens. Il signale que personne n'est épargné. Donc c'est pas mal quand même. Oui, alors, il y en a des comme ça, hein, dans Anthony Ryan, d'ailleurs, dans Blood-Sang. Il y a une scène inversée où c'est le mec qui fait voilà. Mais c'est pas une raison. Bah, je pense à Game of Thrones quand même, hein, qui a beau être une de mes séries préférées. Bon. Oui, bah... Oui. Ouais. Ah, mais évidemment, mais ou alors je vois là Olivier Gay, alors j'ai lu Les épées de glace, oui c'est ça, la duologie des épées de glace. Voilà, toute l'histoire elle est basée là-dessus en fait, et quand tu as deux livres qui sont basés sur oh bah je l'ai vu et puis j'avais envie de tirer un coup. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Sinon voilà, enfin bon. Ouais. Et moi, quand c'est là juste pour être là, que ça apporte rien aux séries, mettons dans Game of Thrones, comme on parle, il y en a quand même beaucoup, puis ça apporte pas forcément grand-chose. Mais par exemple, dans Damné, le livre d'Hervé Gagnon, que j'ai déjà présenté dans un épisode antérieur, le personnage principal est rejeté parce que personne ne l'aime, personne ne veut de lui. Sa seule amie, se fait agresser justement, puis se fait violer. Et puis après ça, elle reste chez elle, elle a peur des hommes, elle ne parle plus à personne. Puis lui, ça impacte aussi vraiment le personnage principal parce que même lui, elle ne veut plus le voir. Puis après ça, cet événement-là, ça a vraiment des répercussions sur plusieurs années après dans la vie des personnages.
Parce qu'au final, en tout cas, il y a une histoire de retrouver celui qui a fait ça, puis le personnage principal, finalement, le retrouve, puis offre à son ami, des années plus tard, il lui prête son épée, puis il lui dit tu peux te venger, tu peux le tuer, le faire souffrir, ou ce que tu veux, là, pour ce qu'il t'a fait. Puis finalement, elle dit non, j'ai trouvé la paix d'une autre façon, puis c'est pas nécessairement en faisant ça que ça arrive. Tu sais, cette agression-là, ça a aussi ça a vraiment affecté le développement du personnage principal, puis aussi de plusieurs autres manières que je ne m'étendrai pas plus là-dessus, là, mais c'est pour dire que quand c'est là, puis ça change vraiment l'œuvre, puis ça. Alors que je trouve que c'est correct, alors que quand, mettons, c'est juste des viols pour être des viols, puis il n'y a rien de plus, puis tout le monde s'en remet comme s'il n'y avait rien, juste parce que c'est un univers de dark fantasy, ben là, je trouve que c'est pas vraiment approprié, là. Alors après, pour être honnête, j'en ai pas vu tant que ça, moi, des viols pour être des viols, hein. C'est juste que j'ai vu beaucoup trop de viols. Mais pas forcément bien gérés en plus, hein, c'est ça le problème. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, moi là où je trouve ça, enfin je trouve tout le temps ça embêtant quand c'est genre mal fait tout ça, mais ce que je trouve aussi compliqué, c'est genre quand, par exemple dans Game of Thrones, attends, je sais plus ce que je voulais dire, je sais pas C'est forcément si utilisé comme développement de personnage. Ça, je ouais, trouve ça bah bon, horrible. je pense à cette histoire de Sansa dans la Oui. saison, je sais plus combien, quand elle Bah, dit c'est dans la saison 8, je crois, tu parles quand elle dit à Sander Clegane, oui, mais ouais, ça m'a permis. Alors après, ça, moi, je ne l'ai pas trop pris comme cette expérience précise d'agression m'a permis, c'est l'ensemble des expériences dont Geoffrey. oui, c'est vrai. Euh, Après, Mais par contre, j'ai un exemple, David Gemmel dans La Reine Faucon, où vraiment, voilà, la nana, elle se fait gangbang, je suis désolée, hein, et après, ça l'a fait devenir guerrière, tu vois. ah ouais, Voilà. Il fallait qu'elle passe par ça pour pouvoir être la fameuse Reine Faucon. Mais quel est le rapport? c'est vraiment top ça. La haine des hommes. Parce que c'est Et bien connu, pour qu'une femme fasse quoi que ce soit de guerrier, il faut qu'elle ait une haine de l'homme non mais due à un viol, bien sûr. par exemple dans Game of Thrones, je suis pas sûre de ce que je dis hein, parce que c'est long, mais j'ai pas l'impression. Ok, à part peut-être les scènes Jon Snow Daenerys dans la saison 7, qu'il y ait une seule scène de sexe qui soit genre positive et saine. Genre J'allais dire consenti, mais Je si, suis assez d'accord. il y a Jaime et Cersei, mais non, c'est pas ça, ouais, c'est pas c'est ça. pour ça que j'ai précisé Si. ça. Si, non, la scène où Daenerys commence à prendre un peu le dessus sur. Oui, c'est vrai. J'allais dire sur Jason Momoa. Drogo. Oui, enfin, vu Drogo. comment ça Laisse commence. les acteurs en dehors Ouais. de ça, s'il te plaît. Non mais du coup Pardon, quand même, Aquaman. Mais- globalement, enfin il y a une écrasante majorité de scènes qui Non, ne- il y a Jon Snow, Ygritte. Oui, en fait, les scènes avec Jon Snow. voilà. Ah c'est vrai, Jon Snow et Ygritte, je les ai oubliés, je les aime trop. Alors Mais qu'ils sont mariés, eux, dans la vraie vie. oui, ils sont trop mignons. Je sais, enfin, et ça aide pas du tout à construire une narrative qui. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je voulais. Je sais Ouais. pas si vous voyez ce que Ouais, je veux dire. c'est comme base de développement de personnage, c'est très moyen, quoi. Ouais, et même, bon, après, bon, Game of Thrones, c'est pas forcément un truc qu'on regarde quand on est petit, donc ça intervient pas forcément dans notre construction. Mais je pense que c'est hyper important parce que. Mais je crois qu'on avait parlé un moment. Il y a un peu un truc de. Genre, dans beaucoup d'univers de fantasy, et je trouve ça quand même assez prominent dans Game of Thrones. Pour la plupart des femmes, leur seul distinct, c'est genre le sexe. Et quand tu te construis, c'est quelque chose qui peut être hyper dangereux parce que, je sais pas, je trouve ça tellement important d'arriver à percevoir le fait que il peut t'arriver plein d'autres trucs et que tu vas pas être défini par ça et avoir des narratives qui sont que agression sexuelle, alors ça peut être hyper Ouais, aliénant. c'est ça, genre, oui, ok, d'accord, tu veux grandir, tu veux devenir une femme, ben,
Tu sais ce que tu as Ouais. à faire, tu dois passer par là, quoi. Bah, la Et scène, c'est la et scène c'est- c'est- avec. c'est quelque chose d'absolument normal, tu vois. Enfin, bon, là, on a tous effectivement l'histoire de culture de viol, les James Bond, les machins comme ça. J'allais dire en plus que dans le bouquin, la première scène de Danny et Drogo, elle est quand même moins violente que dans la Oui, série. ça m'avait grave choqué quand j'ai commencé le livre parce que bon, ça reste voilà, Oui, hein, c'est pas tip top. Il n'empêche que c'est il attend au moins le oui. oui, Bon, elle il dit le oui, force un petit peu, mais il force le oui, mais elle dit oui, alors que dans la série c'est non, 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 et il y va quand même, genre. Et pourquoi? Enfin, elle vient d'où enfin, on sait très bien d'où elle vient, mais pourquoi avoir la volonté de rajouter là-dedans, de transformer ça en pire que ça l'est déjà et d'aller montrer à tout le monde, je sais pas, ça vraiment. Je peux juste, ça Mm, mm. commence à vraiment, le débat est intéressant, mais il commence vraiment à me gêner. On peut s'arrêter là. Ouais, désolé. Non, Ouais. mais t'inquiète. non, mais de toute façon, on l'avait dit au début qu'on savait très bien que ça allait Oui. arriver sur ce débat-là et que si ça commençait à gêner. Alors, Ouais. j'aimerais juste, si ça te gêne pas, tu me dis si ça te gêne, mais je voulais juste, parce que là, on a été beaucoup de filles. Ouais, avoir Euh, le retour vite fait des gars. ouais, c'est ça, avoir le retour vis-à-vis des garçons. Est-ce que eux, ils voient ça comme nous en disant, ouais, est-ce que c'est quand même beaucoup trop ou j'ai jamais remarqué? Moi, je viens d'expliquer mon avis avec l'exemple que j'ai donné par rapport à Damné d'Hervé Gagnon, là. Donc, Bah, pour Zerlock, ouais, alors bah, moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai peut-être eu de la chance, mais mon expérience de lecture a fait que, en tout cas en lecture, hein, je parle uniquement de lecture puisque j'ai vu Game of Thrones en effet. En termes de lecture, je suis passé à côté, je pense, des œuvres problématiques sur ces sujets-là, puisque, enfin vraiment, j'ai peut-être eu de la chance, hein, mais j'ai jamais eu j'ai jamais lu de livre dans lequel il y avait ce genre de scène. Comme on en a parlé tout à l'heure, il y a eu d'autres problématiques soulevées dans tous les livres que j'ai lus, mais pas de violence sexuelle en tout cas. Pour ce qui est plus généralement, on va dire, de la place des héroïnes en tant que personnages, comme pour tout à l'heure pour les autrices, je trouve qu'il y a une évolution aussi de ce côté-là. Peut-être par une volonté des auteurs, autrices et réalisateurs, entre autres, de mieux construire leurs personnages et d'arrêter en effet surtout je pense dans les films, tout à l'heure tu parlais de James Bond, je crois, Selmet, euh, Mm, mm. d'arrêter d'avoir la potiche, quoi, la femme objet qui est juste là pour être jolie et pour sourire. Oh, Euh, je repars sur la potiche, mais voilà, on en a parlé tout à l'heure, mais je le dis là, hein. Mais en mode potiche, la petite scène avec Captain Marvel dans Avengers Endgame, alors, j'allais en arriver là. qui fait Alors, c'est rigolo cette parce scène que... ridicule de 5 secondes, tu te dis, ok, le champ de bataille est immense, comment est-ce que ça se fait Ouais. qu'elles se retrouvent toutes au même endroit? Genre, Alors, elles n'avaient rien Oui, d'autre cet à instant foutre. girl Et power tombé à attention, faut plat en en plus puissance, c'était marcher comme génial. si on. Ouais, en plus, faut marcher comme si on était à un défilé de mode, coup de hanche à gauche, coup de hanche à droite, et c'est parti. alors c'est Mm. très rigolo parce que, alors, je ne sais pas si vous avez, pour ceux qui ont Twitter, je viens de tweeter qu'on avait, je viens de Je vais tweeter voir. qu'on était en train d'enregistrer et j'ai utilisé comme mème, parce que je voulais mettre pour que les gens devinent le thème du prochain podcast, et j'ai tapé Girl Power dans la recherche de GIF. Attends, Et c'est quoi alors ton Twitter déjà? j'ai pris celui du coin des imaginaires. Ok, j'arrive. Et, et donc, du coup, j'ai tapé Girl Power. Je vous avais beaucoup de trucs avec écrit Girl Power, mais bon, bah, du coup, si c'était écrit, il n'y avait plus trop à deviner. Et donc, j'ai cherché très clairement Girl Power, Ah, MCU ou Avengers. Et donc, j'ai utilisé exactement ce même, le moment où les femmes apparaissent. Et c'était la suite de ce que j'allais dire, puisque du coup, tu étais dessus. Donc, je trouvais qu'il y avait je trouve qu'il y a une amélioration, qu'il y a une volonté de mettre en avant. En revanche, il faut que ça soit bien fait. Et ouais, Voilà. le MCU, vous vous êtes planté parce que j'ai rarement senti un truc aussi... Non, parce que c'est pas vrai, avec le MCU, il y a plein de trucs qui sont gros, mais vraiment, le moment... forcé. Ah, c'était forcé, c'était gros comme une maison.
Et Ah, le j'étais juste mal à l'aise. En pinkwashing, fait, là, tu l'as bien senti. ah Ouais. ouais, Et ouais, surtout, ouais. Vu le rose. ça n'a mené à rien Mais ça après. n'avait Parce que aucun sens. de fait, dans les comics, il y a l'équipe A-Force, enfin, il y a des équipes exclusivement féminines, etc. Mais là, ça n'a pas de sens. Après, je suis d'accord avec toi, je trouve que ça s'améliore. On commence à avoir plus, enfin dans le MCU en tout cas, plus de, de personnages féminins, etc. Et qui sont aussi déjà plus de personnages féminins, mais aussi de plus en plus de personnages féminins qui ne sont pas genre juste des femmes blanches standards de Exactement. beauté américains. Je pense à, je sais pas si vous avez vu la série Hawkeye, mais Oui. dedans il y a Echo, qui est une femme sourde. Je pense à Macari dans Eternals ou Cersei, etc. Enfin, on commence là aussi à s'améliorer, mais ce moment, c'était vraiment... Ouais, c'était un peu Apparemment, cringe. ça vient d'une volonté des actrices, mais bon, faites-le bien, quoi. Ouais, Genre, voilà, exactement. Juste dans Shang-Chi avec la sœur de Shang-Chi ou dans Black Panther. Puis aussi par rapport à Black Widow, on va dire, on voit qu'au fil des années, elle est de moins en moins comme sexualisée. Là. Fait que ça, je trouve ça bien aussi. Là. Même si Ouais. malheureusement, C'est je vrai pense que que la première Shuri... apparition de Black Widow, c'était quelque chose dans le Ouais. Bah, on voit au fur et à mesure des films, sa Bah, fermeture à éclair, Elle sa remonte. fermeture à éclair de décolleté, elle se remonte. Ouais, tout oui, à fait. elle s'est remontée au fur et à mesure. Maintenant, elle Mais a un alors col après, roulé. en soi, le première apparition de Black Widow, en vrai, moi, je vois la meuf très sexy, voilà, elle est tellement belle, etc., que tu baisses ta garde et elle te défonce. Ouais, tout Oui. à fait. Bah, c'est comme Tu vois, Catwoman. moi, pour moi, Il y a c'est quand ça même... la première image que j'ai de Black Widow, donc en soi, ça me dérangeait pas. Tu vois, Ah non, c'était mais vraiment après, la rien. De nana toute façon, sexy qui utilise Oui. son sex appeal pour que les gens la considèrent comme faible. Enfin, tu vois, c'est un peu joué du délire patriarcat, etc. Donc, non, mais Ouais, rien là, je rien suis d'accord. n'interdit dans tous les cas d'avoir une héroïne forte qui serait sexy. Le tout, c'est qu'elle ne soit pas que. C'est toujours une question de construction de personnage. Si une espionne russe joue de sa beauté pour avoir des informations, c'est tout à fait crédible. Si à côté de voilà. ça, elle est intelligente, qu'elle ne fait pas un faux pas à la con, ou si elle ne tombe pas amoureuse de son ennemi au bout de 5 lignes de dialogue. Le tout, c'est que ça soit fait intelligemment. Et dans le MCU, il y a des choses qui en ont été faites. Vous avez cité des films, même le dernier, dans Spider-Man, la nouvelle MJ a une place qui est quand même assez importante. Ils n'en ont pas juste fait la copine de Spider-Man. Donc il y a des améliorations de ce point de vue-là. Après, il y a 2, 3 trucs comme ça qui sont un peu, voilà, bon, bah, un peu forcés. Peut-être qu'il faut en passer par là pour avoir par la suite plus de représentation. Mais en tout cas, je trouve que comme pour les autrices, il y a de l'amélioration, mais toujours comme tout à l'heure, des progrès à faire, c'est certain. Mais très certainement qu'avec la place grandissante des femmes créatrices, c'est-à-dire des réalisatrices, etc., bah ces personnages, et pareil dans les scénaristes, ces personnages vont suivre, en fait, tout simplement. Mm. Alors ça, je trouve ça dommage parce que pourtant, justement, dans nos top personnages, on a bien montré que être une femme, des fois, ça suffit pas à faire de bons personnages féminins et être un homme n'empêche pas de faire des personnages féminins absolument grandioses. Tout à fait. Oui, Ça, par mais contre, c'est là-dessus... une Voilà. piste de réflexion que j'avais pensé. Parce que du coup, on a présenté pas mal de personnages dans nos mentions honorables et en tout, 5 x 3, 15, on a présenté 15 personnages féminins. Je me demande, sur ces 15 personnages, il y en a combien qui sont écrits par des femmes ou créés par des femmes? Moi, il y en a eu qu'un. Moi, Moi, j'en ai un aussi. Moi, j'en ai une, enfin, mais même c'est une moitié parce que c'est Patrick Shore et que du coup, c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une collaboration ah bah, je crois auteur. qu'il y en a pas. Si, il y a Euh, Hermione Granger de JK, mais c'est tout. Alors, moi, Jill, je connais pas la composition de la team de développement, donc je peux pas vous dire. Ah oui, c'est vrai. Bah, c'est le truc dans les jeux vidéo parce que des fois, c'est Mhm. les scénaristes qui vont plus construire le personnage, des fois, c'est plus les graphistes, c'est un mélange des deux, tout ça. Et sinon, j'avais qui? Donc, Mara, non, c'est créé par un homme et Willan aussi. Non, moi, c'est que créé par des hommes. Genre, je trouvais ça intéressant, ça aussi. Bah, moi, je me suis posé cette question justement en amont du podcast. J'y avais réfléchi, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai réfléchi d'abord par rapport aux autrices pour essayer de trouver des personnages qui correspondraient. Et je me suis dit, est-ce que
alors c'était une question, il n'y a pas besoin d'y répondre, hein, mais je me disais, est-ce qu'une femme écrit mieux un personnage féminin et au contraire écrirait moins bien un personnage masculin et vice-versa? Et bon, ma conclusion assez rapide a été que non, au final, un bon écrivain écrivait des bons personnages, qu'ils soient masculins ou féminins. Mais justement, en fait, je me suis appuyé sur les autrices que j'avais sélectionnées et je suis allé un peu voir tous les personnages féminins qu'elles avaient. Et au final, ils pouvaient être tout à fait bien écrits. C'est juste qu'après, moi, comme je vous l'ai dit, ma sensibilité, par exemple, avec le personnage de Christelle Dabos de Ophélie, Ophélie. bon, bah, j'ai zéro attache. Enfin, vraiment, j'arrivais pas à rentrer. Enfin, le personnage m'intéressait pas. Oui, Ça mais faisait- enfin, je comprends en soi, parce que ben, même moi, mon top 1, c'est Margaret Atwood. Bon, June, Oui, voilà. Ouais. Bon. voilà. Après, il y avait Bon, Ketri c'est pareil, Ken tu vois, de Romanoff. Mais... Ouais, mais moi, c'est pareil, tu vois, Lana Wachowski, bon, d'accord, ok, mais alors Trinity, ils sont pas Ouais. particulièrement proches de Trinity, hein. Donc Mm, voilà, mm. après, c'est pas parce que le personnage n'est pas. J'ai pas d'attache avec le personnage qu'il est forcément mal écrit, parce que c'est pas le cas. Le personnage peut être très bien écrit, c'est juste qu'on n'a pas forcément une empathie ou des liens très forts avec ce personnage-là. Donc au final, ma question a vite tourné court parce que je me suis dit, c'est les personnages que je n'ai pas adorés, mais c'est pas pour autant que ces personnages ne sont pas bien écrits. Ophélie, toute son évolution, même si voilà, elle me touche peu, enfin, c'est pas qu'elle me touche peu, mais enfin voilà, j'ai pas un gros affect pour ce personnage. Au final, bah, c'est logique, c'est bien fait, et Christelle Dabos a écrit un vrai joli personnage. Après, ça arrive aussi qu'il y ait des auteurs ou autrices qui écrivent bien un personnage féminin et que les autres soient des purs clichés ou que. Enfin, je sais pas si j'ai. Bon, si, Saga, ok. Si j'ai en tête une œuvre où tous les personnages féminins sont bien réalisés, bah, je pense un peu à Harry Potter là, parce que Zerlock, tu parlais de Hermione, mais moi, je pense à Lavande et Parvati Patil, Oui. qui sont très très dénigrées parce que bah, tu sais déjà pas trop pourquoi en fait, et juste parce qu'elles sont pas dans le truc centre d'intérêt les livres et du coup genre Après, c'est des cruches quoi. Ouais, mais ouais, c'est vrai qu'on a le problème d'Harry Potter, enfin moi je trouve, puisque c'est vraiment une communauté dans laquelle j'ai été impliqué assez longtemps, c'est qu'il y a énormément de fanfiction, une grosse fanbase. Et en fait, alors moi je sais que pour avoir été dans la fanfiction Harry Potter, que ça a fait beaucoup de mal à certains personnages et à certaines idées de l'histoire, où en effet Lavande et surtout Lavande d'ailleurs, plus que Parvati, parce que Parvati est souvent traitée aussi avec sa sœur Padma qui a Serdaigle, mais Lavande Brown est vraiment décrite comme la cruche, euh, notamment par rapport à son comportement avec Ron, les surnoms qu'elle lui donne, etc. Mais je ne dirais pas que c'est un personnage qui est mal écrit. En fait, le truc de Harry Potter, c'est que tous les personnages ont des défauts. Il y a des caricatures qui datent des années 90, puisque c'est à peu près à ce moment-là où J.K. Rowling a écrit. Donc, c'est pas exempt de défauts. Mais c'est surtout qu'en fait, on voit tout du point de vue des personnages principaux. Oui. Et au final, Parvati et Lavande, c'est des personnages périphériques qui tournent autour du héros, des héros, puisqu'ils sont dans la même classe, ils sont dans la même maison. Mais au final, elles ne prennent jamais part à leurs aventures, elles viennent à l'AD lors de la 5e année, mais elles ne sont jamais véritablement inscrites dans l'univers. Et au final, elles passent pour des cruches parce que c'est comme ça que le ressentent notamment Hermione, Harry, et un peu moins Ron, mais surtout Hermione et Harry, parce qu'en fait, elles vivent une vie d'ado normale de 14-15 ans, à raconter des Mm, mm. potins, à lire des journaux. En fait, limite, c'est les personnages, je dirais pas les mieux écrits, mais les plus fidèles à ce qu'est un ado de 14-15 ans. ouais, C'est-à-dire parce que glousser, rigoler, discuter, ouais, se moquer. je reviens à ce que tu dis, mais effectivement, à 14 ans, bon, voilà, tu vois, tu voyais un garçon un peu mignon qui te regardait, tu gloussais, enfin, t'as 14 ans, t'as tes hormones, là, t'as un peu, voilà, et puis moi aussi, à 14 ans, j'avais mon premier chéri, des fois, bah oui, hein, Oui, bah, on était avec le recul, collés, on se rend compte tu passes que ton voilà. temps à t'embrasser, Mm, mm. et puis après, tu rentres chez toi, t'as mal Et, aux lèvres. Et tu vois, Mm. et justement, de ces deux personnages-là, leur homologue en quelque sorte, masculin, c'est Dean Thomas et Seamus Ouais. Finnegan.
Seamus, je ne sais plus comment on le prononce. C'est Bon, Mus. Neville est un peu plus proche des héros, donc lui, il a pris cette ampleur, puisqu'il fait partie du vrai groupe des 5 qui part au ministère de la magie. Mais Dean Thomas et Seamus, qui, pareil, gravitent autour sans jamais vraiment rentrer dans le groupe. Dean Thomas, c'est le copain de Ginny. Seamus, c'est le mec un peu bizarre qui est irlandais, et qui est quasiment décrit que comme irlandais d'ailleurs, et qui fait péter des trucs à avoir, voilà. à avoir les sourcils en broussailles. Donc tous les personnages ne sont pas poussés à bout, mais la description en est faite d'un regard vraiment extérieur, puisqu'il ne faut que graviter autour des héros. Et vraiment, je pense que la fanfiction a une grosse affaire à voir là-dedans dans le fandom Harry Potter. C'est que, en gros, ils ont été poussés à l'extrême par tous les auteurs de fanfiction comme des cruches ou des mecs de second plan un peu idiots, quoi. Je rebondis là-dessus parce que je pensais à ça. Mais là où la Van Braun, effectivement, aura tendance à se conduire comme une jeune de 14 ans, est-ce que d'un certain côté, alors attention, j'essaye de pousser le truc, hein, mais vous allez dire si je suis tarée, est-ce qu'en même temps, Ron, en se mettant avec elle, essaye pas lui aussi de vivre comme un garçon normal de 14 ans, Si. là où effectivement, nous, aujourd'hui, on va avoir tendance à la considérer comme une cruche. Harry, à la considérer comme une cruche, mais parce que Harry a dû grandir plus vite. Trop vite, ouais. Entre orphelins, la maltraitance des Dursley, Toutes les Voldemort dès la première responsabilités, année, voilà. la deuxième année, le basilic, la troisième année, il se fait à moitié tuer par des... Enfin, je veux dire, voilà, il a dû grandir plus vite, de même qu'Hermione, bon, sans côté qu'Hermione est quand même effectivement la fille brillante, surdouée, etc. Ouais, plus mature, tout simplement, sur Et voilà, pas mal de points. c'est ça qui est plus mature aussi sur pas mal de points, qui forcément vont aussi juger ça comme une personne, on va dire, comme nous, à 17 ans, on va juger nous-mêmes quand on avait 14 ans en disant « Ah ouais, non mais quand même, j'étais vraiment un blaireau. » quoi. Oui, mais tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, enfin d'ailleurs aujourd'hui encore, je crois, hein, J.K. Rowling est reconnue pour son écriture des ados. Et je pense pas que quand on dit ça, on pense que à Harry et à sa crise d'adolescence de l'Ordre du Phénix, où il se met à hurler à peu près sur tout le monde et à être pas content, pas content. Mais C'est c'est fixe. aussi pour l'ensemble des autres personnages qui, en fait, eux, sont des ados normaux. En fait, on se concentre sur des personnages extraordinaires. Et alors, je sais pas vous, mais moi, dans mon lycée, des personnages extraordinaires, il y en avait très peu. Il existe des jeunes, et peut-être que eux n'ont pas eu la chance d'avoir ce genre d'adolescence un peu tranquille, qui ont eu une histoire familiale très compliquée, qui ont des problèmes, etc. Mais une partie des adolescents la passent comme, en fait, les personnages périphériques d'Harry Potter. C'est-à-dire, eux, ils vont dans la grande salle, ils mangent, ils vont se coucher, ils ont des cours et ils font leurs devoirs, quoi. Ce qui n'est pas la priorité des héros. Ouais, Ouais. parce que tu vois, là, les héros, ils n'ont pas le temps de faire leurs devoirs. Alors j'espère que Ouais. mon futur filleul ne dira jamais ça. Je suis un héros, hein. Pas le temps de faire mes devoirs, qu'est-ce que tu crois? Après, voilà, donc en tout cas, oui, donc pour revenir aux personnages féminins, je pense que dans Harry Potter, pour faire le lien entre les deux, on a aussi une sorte d'évolution de l'écriture, parce qu'on a beaucoup de clichés de personnages féminins, mais au final, on a une vraie, je trouve en tout cas, après moi je suis fan, donc c'est compliqué, mais je trouve qu'on a un vrai tour d'horizon un peu de tous les styles de personnages qui peuvent exister. Mais On c'est a... surtout que même là où certes on a une Lavande et une Parvati, à côté on a une Hermione, on a une Luna, on a une Ginny. On a une Minerva McGonagall, on a, enfin, je veux dire, on a des personnages, on a la figure maternelle avec Molly Weasley qui, alors pendant longtemps, on a dit oui, alors regardez, J.K. Rowling, elle a fait une femme au foyer, 7 enfants, là, machin. Molly Weasley, elle défonce Béatrix Lestrange, hein, et voilà, je veux dire, les personnages, et pas sorti du chapeau, Molly d'un coup devient une grande sorcière. Non, Molly est une grande sorcière et elle a fait le choix d'avoir une famille et de faire de sa priorité sa famille. Ce qui est un choix qui n'est pas le même pour tout le monde, mais qui est tout à fait respectable au contraire.
Et justement, moi, je trouvais que pendant longtemps, quand j'étais jeune, on disait toujours, enfin, on avait une sorte de regard un peu méprisant sur les mères de famille qui se seraient sacrifiées voilà. Et ben, je trouvais que le personnage de Molly, au contraire, rendait hommage à ces femmes qui décident, parce qu'après, bon, des fois, c'est pas un choix volontaire, hein, mais quand c'est le cas, qui décident de privilégier leur famille. Et Bon, alors après, tel point de se battre pour défoncer les méchantes, quoi. Ouais. Alors, certes, mais alors, Molly, j'ai un autre problème avec ce personnage, c'est que tu fais le choix d'être femme au foyer pour t'occuper de tes enfants, certes, mais alors quand tes enfants, ils sont quasiment H24 en internat, Oui, certes. Oui. alors je veux pas être, voilà, mais à un moment, au moment où Ginny, au moment du tome 2, C'est vrai, je c'est vrai. pense qu'elle a peut-être autre chose à faire. Après, Molly, ouais. hein, parce que c'est là, par contre, où j'ai des problèmes avec Harry Potter et que je trouve que commence à y avoir des incohérences. Mais c'est ça. Mais passons, on ce est- n'est pas un épisode Ah. spécial Harry Potter. Tout à fait. Ouais. Ouais. On devrait en faire un. Non, je déconne. Il y a d'autres podcasts pour ça. Après l'épisode Robin Hood, puis l'épisode Sanderson et l'épisode spécial Harry Potter. L'épisode Alors, Trop Sanderson, de teasing, trop de teasing. je pense que le problème, c'est que Sanderson, un Ouais. épisode ne suffirait pas. Faut un épisode sur un ordre de lecture et après. Un épisode on de verra. 10 heures. J'ai envie de dire, on va peut-être s'arrêter sur ce teasing. Tout à fait. Ouais. Oui, Ça c'est fait vrai pas mal de que temps qu'on enregistre. ça fait pas Oui. mal de temps qu'on enregistre. Zerlock, il va avoir un boulot monstre. Ah, écoutez, j'ai combien de jours là? 2 jours. 2. Eh bien, écoutez, on va arrêter là. Ouais. Bon, bah, est-ce que si quelqu'un veut, je laisse le mot de la fin, Irizy, si tu veux, puisque tu as commencé le podcast et que tu connais aussi du coup les formules de clôture de Flo. Oula, les formules de clôture, par contre, je les ai plus. Mais Ah, je bah, c'est vous pas bien remercie travaillé. d'avoir C'est pas écouté ce compliqué, podcast. n'hésitez pas à vous abonner. Là, Bah oui, on mettez peut la nous cloche. suivre sur À mettre Facebook. des pouces. Rejoindre le Discord. Surtout, rejoignez le Discord parce que c'est là où tout se passe. Ouais. Voilà, donc au fur et à mesure, en plus, on a posté des petits gifs, des petites images pendant qu'on tournait, donc pour avoir la côté. Globalement, je pense que il y a encore du boulot, mais on progresse. Ça résume bien. Je pense que le résumé, c'est à peu près ça. Et à la prochaine. Oui, à la prochaine. À la prochaine. À plus. Ciao, ciao.